Cube. Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Isabelle Maréchal avec vous pour toute la journée, l'après-midi jusqu'à 6 heures si vous êtes à la télé et bien sûr en format balado si vous nous écoutez sur Cube. Bien sûr, il y a plein de nouvelles qui viennent nous interpeller aujourd'hui. Puis je vous avoue qu'au cours de la dernière heure, celle qui m'a le plus fait réagir, c'est cette fronde des grands syndicats fédéraux qui sont contre le retour au travail 3 jours semaine. Alors, je vais vous expliquer rapidement. En gros, c'est que ils ont décidé de faire la guerre au gouvernement Trudeau contre le retour au bureau 3 jours semaine. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin d'être là au bureau parce que depuis la pandémie, on a beaucoup appris à télétravailler et qui sont aussi productifs finalement en télétravail qu'au bureau. Alors, ils ont décidé d'en faire vraiment une histoire, d'en faire un gros cas. Ils sont prêts même à aller en mandat de grève là-dessus à leurs membres. Il y a à peu près 27 000 fonctionnaires fédéraux là d'ailleurs qui vont peut-être donner un mandat de grève à leur syndicat. Ça comprend beaucoup de monde. Ça comprend également les agents des douanes, là, les agents frontaliers. Ceux-là ne sont pas, bien sûr, en télétravail, vous l'aurez compris. Il faut qu'ils soient dans la petite guérite pour vous demander votre passeport et si vous avez quelque chose à déclarer. Je peux vous dire aussi, parce que j'ai eu vent d'un certain zèle de la part de certains agents frontaliers dernièrement, probablement parce que ça chauffe dans les rangs syndicaux. Et bref, c'est quand même assez fabuleux. Vous trouvez pas qu'aujourd'hui, on dise pourquoi aller au bureau à ce point-là. Et ce qui est fascinant aussi, c'est qu'à mon avis, c'est la prochaine lutte syndicale, le télétravail. Ça fait déjà quelques mois, pour pas dire une couple d'années là, que ça se trame. Les syndicats demandent d'ailleurs une espèce de couverture mur à mur, ce qui serait pas tout à fait logique. Parce qu'imaginez des syndiqués qui travaillent dans une région plus éloignée, comparativement à des travailleurs syndiqués de Montréal, c'est pas forcément la même réalité. Vous allez dire, à Montréal, il y a beaucoup plus de circulation. C'est vrai qu'il y a des coûts qui sont reliés. Il y a des coûts de productivité aussi qui sont reliés au fait d'aller désormais travailler au bureau plutôt que de le faire de chez soi. Mais je veux dire, ces coûts-là, on les absorbait, on les payait avant la pandémie. C'est que la pandémie nous a comme donné plein de bonnes choses. On s'est rendu compte qu'on pouvait télétravailler. Puis c'est très bien le télétravail. Là. Comprenez-moi bien. Moi, je suis pas contre le télétravail du tout. Je le vis aussi. Puis je pense qu'il y a des avantages majeurs à télétravailler. Mais il y a quand même, et quand il s'agit d'employés fonctionnaires, je pense que les citoyens contribuables que nous sommes en droit de demander que ces employés-là soient minimalement au bureau et pour faire le travail. Après, il y a toute la notion de comment on mesure la productivité. Et ça, c'est de plus en plus documenté selon les secteurs d'emploi. Mais je vous dis là, c'est la prochaine lutte syndicale, le télétravail, et ça risque de brasser pas mal. On va suivre ce qui va être dit, mais en tout cas, je vous le dis, là, pour le moment, les syndicats fédéraux sont assez furieux parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas été du tout consultés pour ce retour au travail 3 jours semaine au moins qu'on leur demande. Vous me direz, écrivez-nous si vous estimez que c'est trop ou pas assez. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez nous appeler aussi. C'est quoi déjà notre numéro? Max va nous dire, voilà, vous le voyez ici. Alors, pour m'écrire, vous faites studio@cube.radio. Vous pouvez nous texter au 1-877-827. Vous avez vu la suite? 827-2346. Et voilà, c'est notre numéro pour nous joindre. Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Et fais-tu assez beau? Hein? Vous vous êtes levé ce matin, vous avez vu le soleil poindre. Si vous êtes chanceux, vous avez un petit lopin de terre, un petit carré de terre sur proche de votre balcon. Peut-être vous avez juste décidé d'avoir, vous savez, un petit bac sur votre balcon, sur votre galerie. Ben, écoutez, on peut faire du jardinage avec peu. L'important, c'est de se mettre les 2 mains dans la terre. Puis je me suis dit que ça serait important, puis même intéressant pour vous de discuter un peu de ça parce que la fin de semaine s'en vient et c'est quel beau moment pour commencer à ouvrir son jardin ou en tout cas à se mettre à jardiner. C'est une thérapie que ça nous offre. On va en parler tout de suite avec l'horticulteur biologiste, vous connaissez bien, Albert Mondor. Bonjour Albert. Bonjour Isabelle. Comment vas-tu?
Et ça va très bien. D'abord, content de te voir, Isabelle, et Ben, content de parler de jardinage. C'est le printemps. Moi, je suis ben oui, je plein pensais que tu d'énergie, serais hein. dans ton jardin, là, en train de Oui, bêcher oui, quelque chose. oui, oui, mais je m'arrête quelques instants pour toi. Tout de suite, aussitôt que l'entrevue est terminée, je retourne dehors, là, aller Voilà. débosser ma Écoute, tente, aller alors, planter. bon, ben c'est parfait. Allons-y directement parce que, écoute, juste en proposant ce sujet-là, juste ici avec l'équipe, j'avais plein de questions. Bon, on en est où? Je suis-tu en retard? J'ai pas fait mes semis. Est-ce que je dois acheter des graines? Est-ce que j'achète des plants déjà tout faits? Écoute, les questions fusent. Alors, je vais me fier à toi. Comment on part ça, notre jardin, Albert? Là? Pour ceux qui ont rien fait encore, comment on s'y prend? Bon, on peut planter et semer des légumes à ce temps-ci. Hein, souvent, on nous dit attendez à la fin de mai, attendez le début juin, selon les régions. Ben, c'est possible de semer, de planter des légumes. On va s'en tenir aux légumes feuilles. Alors, les laitues, les bêta-cardes, les kales, les bok choy, tout ça, là, ça peut être semé ou planté dès maintenant. Et les légumes racines aussi. Les carottes, les radis, on peut aussi même faire la plantation des pommes de terre. Alors, tout ça peut être fait au moment où on se parle. Peu importe les régions, là, c'est le temps de le faire. Évidemment, Voilà. pour les tomates, les aubergines, les poivrons, les plantes tropicales comestibles qui demandent un peu plus de chaleur, il faut attendre à la fin de mai. On dit habituellement après la fête des Patriotes, là, après la fête de la Reine, là, selon Nos allégeances? Ouais. le nom qu'on veut lui donner, qu'on veut bien lui donner. Alors Mais là, voilà. t'as dit, Albert, vous pouvez semer ou planter, c'est-à-dire, tu sais, il y a des petits sachets. Je passais dans un centre de jardinage justement cette semaine, puis je me disais, bon, est-ce que j'achète les petites graines dans les petits sachets qu'on nous vend? Ouais, ça, là. Ou j'achète le semis, la petite plante déjà, là, qui est plus avancée. Qu'est-ce qui est possible de faire? Pour les légumes feuilles, comme la croissance est très rapide, là, les laitues, on peut se permettre de les semer. On peut faire la même chose aussi avec les bok choy, avec les kales. Ça peut être semé en pleine terre. Les carottes et les betteraves, là, ça vaut même pas la peine d'acheter des plants. On sème ça directement en pleine terre. OK. Par contre, si on veut avoir un petit peu plus d'avance, on veut des récoltes plus hâtives, on peut effectivement acheter des plants en centre jardin qui sont déjà levés, qui ont quelques semaines, et on va les planter à l'extérieur. Il faut acclimater un peu, par contre, hein, les plantes proviennent souvent des serres. Alors, il faut leur faire passer quelques journées à l'extérieur, les rentrer la nuit, les laisser le jour à l'extérieur pour 2, 3 jours comme ça, jusqu'à ce qu'elles soient acclimatées. Puis on les plante au jardin. Donc, c'est selon notre degré de patience. Là. Si on est, Mhm. on Ouais, est ça bien prend hâte de combien de récolter, temps? on Mettons plante. que tu plantes une graine. Combien ça prend de temps avant qu'il y ait un petit bout vert qui sorte, là? Quelques jours seulement, ça peut être Quelques jours? C'est rapide? aussi peu OK. qu'une semaine pour voir, par exemple, la plupart des brassicacées, la famille des choux, là, ça germe assez rapidement. Les laitues aussi, ça germe quand même assez rapidement. Par contre, si on sème du gazon, Isabelle, Mm. là, il y a des gens qui voudront redonner un plus bel aspect à leur pelouse là, ce printemps, mais ça peut prendre jusqu'à 15 jours. C'est beaucoup plus long. Le semis peut prendre jusqu'à 15 jours, donc c'est plus long. Alors, vous pouvez, là, semer dès maintenant ou planter selon que vous êtes impatient ou non de récolter. Et là, évidemment, il faut qu'on parle de la qualité de la terre, du terreau, parce que il y a toutes sortes de propositions dans les centres de jardinage. Écoute, il y a de la crevette, il y a toutes sortes de mélanges, toutes sortes de compagnies. Qu'est-ce que tu recommandes comme terre, là, pour être sûr que, tu sais, il y a de la terre à jardin, puis il y a de la terre noire, puis bon, qu'est-ce qu'on achète, là, pour être sûr de donner une bonne chance à nos futures récoltes? Alors, pour faire la plantation en pleine terre, alors si on a un Mhm. potager, par exemple, en rangée en pleine terre, ben on va tout simplement utiliser du compost. La terre existante, tu sais, si on habite les basses terres du fleuve Saint-Laurent, là, dans la grande région de Montréal, par exemple, les terres sont argileuses, elles sont d'excellente qualité, à moins que ce soit un sol contaminé de très mauvaise qualité, mais la plupart des terres sont de bonne qualité. On n'apporte que du compost. On n'a pas Que du besoin d'autres compost. ressources. OK. Le compost, idéalement, certifié pour l'agriculture bio. Je pense, par exemple, à du Bionic, qui est certifié Québec vrai, ou encore à du compost qui est certifié par l'Alliance de la qualité du compost canadienne, AQC, comme le Biomax. Alors, évitez les composts qui contiennent de la tourbe de sphaigne. Les composts de crevettes, là, c'est malheureux, Isabelle, mais C'est pas ça bon? contient beaucoup de tourbe, de peat Ah, moss, si tu préfères, là, ouais. et de la poudre de crevettes, un peu de poudre de crevettes. Ce ne sont pas des crevettes qui ont été compostées, malheureusement. Et la terre noire, je t'ai entendu prononcer le Ouais. terme terre noire.
il faut éviter ça. Malheureusement, Ah ouais, OK. c'est un produit qui vaut pas cher, hein? Ça coûte même pas 1,50 $, là, 2 $ en sac, mais ça vaut pas grand-chose, malheureusement. C'est Ça pas ne assez vaut riche que le comme terre. compost. OK. Non, Mais le là, tu compost, dis... ça donne de la structure au sol, ça apporte des éléments nutritifs, ça donne aussi à votre sol une capacité de retenir l'eau, les éléments nutritifs, mais de se drainer aussi, de laisser aller l'excédent d'eau facilement, et ça apporte de la vie microbienne, qui est essentielle Oui. pour les plantes. Ben là, j'allais y venir aux bébites de jardin parce que, quoi, j'ai fait des tentatives de... Chaque année, je fais des tentatives de jardinage, puis je donne la moitié de ma récolte à toutes sortes d'insectes, sans parler des écureuils à Montréal. Là, cette année, j'ai décidé d'opter pour des bacs un peu surélevés parce que c'est très tendance, puis que c'est ce qu'on conseille pour éviter justement de... Mais tu sais, il peut y avoir quand même des insectes qui grimpent, mais quand même moins. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens là, qui ont des nuisances, qui ont des problèmes avec des insectes, des bibites là, qui viennent manger les feuilles de salade et autres légumes? Parce que ça coûte cher, là, c'est un investissement, un jardin. Oui. Fait que tu veux pas le laisser aller comme ça à des insectes ou à toutes sortes d'autres bibites, là. Alors, la première chose que je vais dire, c'est qu'il faut absolument s'assurer d'avoir un terreau. Évidemment, quand on va cultiver en bac, en pot, hors sol, on va utiliser un terreau qui est spécialement conçu pour la culture en contenant. Mais idéalement, un contenant, ça doit contenir du compost. Pas que du compost, il va y avoir d'autres éléments là-dedans. Mais on va choisir un terreau spécialement conçu pour la culture des plantes potagères, mais qui contient en grande partie du compost. Et on va aussi utiliser ce qu'on appelle un agrotextile. Alors, l'agrotextile, c'est en fait un voile blanc qui n'empêche pas le soleil de passer, mais qui permet de protéger les plantes potagères contre les attaques des écureuils, des chrysomèles, par exemple, qui s'attaquent aux concombres, ou de la pierrite du chou qui vient pondre ses œufs sur les choux. Alors, ça permet de tenir les insectes nuisibles à distance. Mais Alors, comment tu l'installes, cette espèce de... C'est assez simple. Il s'agit de placer des morceaux de bambou en triangle. OK, puis tu le mets... On peut même installer un seul piquet au centre d'un pot et faire une espèce de tente avec l'agrotextile, mais on peut aussi trouver sur le marché des arceaux. En fait, c'est des baguettes en polyéthylène qui se plient, puis on les plante de chaque côté dans la terre, puis le centre forme vraiment une petite arche. On peut en mettre 2, 3, 4 selon la longueur de notre contenant, puis placer l'agrotextile sur ces arceaux. Tout simplement. On va lester ou piqueter le textile au sol, ou le lester ou encore l'agrafer au bord de notre bac pour éviter que les écureuils se glissent dessous. Ça arrive, hein? Tu sais que les écureuils sont très imaginatifs et créatifs. Mais donc, Albert, si on a un jardin, comme tu décris, là, on est obligé donc de les protéger avec cette espèce de textile, de biotextile. Si on n'en met pas, on se magasine du trouble. C'est presque nécessaire. Ouais, c'est ça. C'est pas cute, par exemple. Non, c'est pas joli, j'en conviens. Puis, ça a un désavantage. Ça a toutes sortes d'avantages, dont celui de protéger nos plantes, mais ça a un grand désavantage, c'est que ça empêche aussi les insectes pollinisateurs de polliniser nos plantes et d'augmenter et d'assurer une bonne récolte. Donc, il faut absolument l'ouvrir périodiquement, enlever le textile périodiquement un peu tous les jours, ou encore, si on le laisse en place 24 sur 24, ben, il faut polliniser au pinceau. Surtout pour les concombres. Donc, vous vous munissez d'un bon pinceau avec des poils assez longs. Et vous allez mettre votre chandail rayé, hein, vous mettez votre chandail d'abeille, noir et jaune. Vous n'êtes pas obligé de faire du mais ça aide un peu. Puis vous allez passer d'une fleur à l'autre pour pouvoir polliniser. Un concombre doit être pollinisé, une fleur de concombre doit être pollinisée au moins 6, 7, 8 fois. Elle doit avoir subi plusieurs visites d'abeilles pour pouvoir produire un concombre qui est OK, mais comment tu pollinises un concombre? Là, sincèrement, c'est concert. Il faut passer d'une fleur à l'autre. Donc, on va passer le pinceau sur chacune des fleurs et c'est tout ce qu'il y a à faire. On fait juste mélanger un peu, finalement, on donne un peu à chacun. Là. Exact. Okay. Le pinceau va se remplir de pollen et tu vas donc déposer du pollen sur chacune des fleurs que tu vas visiter. Très important de le faire avec les tomates, les aubergines aussi. Avec les poivrons, très important aussi. Puis là, on a parlé de la terre, on a parlé des insectes, la gestion de l'eau, parce que on nous prédit un été tôt et chaud. Donc là, il va falloir gérer l'eau.
des fois, on a tendance à trop arroser, on n'arrose pas assez. Nos salades ont tendance, quand il fait trop chaud puis qu'il y a de la pluie, parce que ça, on est au Québec, mois de juillet, c'est sûr qu'il va mouiller. Même si on nous dit qu'il va faire très chaud, c'est sûr que, écoute, chaque année, on a quand même pas mal de pluie. Ça fait monter les salades, ça gêne ça dérange le jardin. Comment gérer la quantité d'eau? Bon, et première des choses, il faut éviter de se fier au Nostradamus qui nous annonce les températures des mois à l'avance. Il y a personne en ce moment qui sait exactement de quoi sera fait notre été. Hein? Sauf l'almanach du peuple, Albert. Tu sais que l'almanach du peuple, il se trompe jamais. L'almanach du peuple, c'est connu, ils ont raison. Les agriculteurs, ils lisent ça le matin, très tôt, à 4 heures du matin, lisent l'almanach du peuple, ils sont corrects pour la journée. J'aimerais bien voir celui qui flippe le 25 cents là, pour déterminer la météo. Moi, j'adorerais écrire l'almanach du peuple. Bon, Isabelle, on a un contrat. Il faut tu vois. Non, mais sans blague, écoute, c'est sûr que trop d'eau, c'est pas bon, pas assez d'eau. Fait que bon, faut. C'est un entretien quotidien, finalement, le jardin. Hein? C'est beaucoup d'amour à donner. Beaucoup d'amour, ça, c'est sûr. Tu as tout à fait raison. L'arrosage, c'est une tâche qui est pas si simple. Ouais. Et il faut faire ça avec beaucoup de rigueur. Et idéalement, au printemps et à l'automne, donc en mai, en juin, puis ensuite en septembre et en octobre, on va arroser 2 fois par semaine nos pots. En plate-bande, souvent, c'est même pas nécessaire de le faire. Ouais, c'est ça. Et à ce temps-ci, moi, j'arrose pas mon jardin. C'est absolument pas nécessaire. Même pour les plantes comestibles. Quand elles sont en pot, c'est une autre histoire. Là, ça se dessèche plus rapidement. Donc, 2 fois par semaine, à tous les 3 jours, aux 3-4 jours, c'est suffisant. Plus le pot est gros, moins on doit arroser, en fait. Et durant l'été, lorsqu'il y a des canicules, lorsqu'il fait très chaud, on arrose même pas tous les jours, on arrose aux 2 jours. Peut-être 2 à 3 fois par semaine, maximum. Voilà. L'idéal, c'est de planter le doigt dans le terreau. Vous plantez jusqu'à la première, deuxième phalange, puis vous le sentez, là, le terreau, est-il frais, un peu plus chaud, un peu plus froid que l'air extérieur, plus frais que l'air extérieur? Quand on sort le doigt, est-ce qu'il y a du terreau qui adhère ou pas? Si le terreau adhère pas, ben le sol est sec. Si le terreau adhère, c'est qu'il y a encore de l'humidité. C'est un peu comme la technique pour vérifier si le gâteau est prêt là, avec un cure-dent. Exact, c'est ça. Ouais. Exact. Hey, Albert, voilà. merci beaucoup. Écoute, ça nous part bien la saison de jardinage, puis c'est tellement un bonheur. Il y a quelque chose comme de la thérapie là-dedans. Tu sais, l'humain est fait pour se mettre les 2 mains dans la terre, puis il y a quelque chose qui nous ground, là. Tu sais, il y a quelque chose qui nous fait du bien. Merci beaucoup, Albert Mondor. Isabelle, oui. On fait un avec la nature et avec le cosmos quand on a les mains dans la terre et on comprend ce qu'on a à faire sur cette planète. Il y a beaucoup de gens qui devraient se mettre au jardinage et feraient un peu moins de conneries là, en ce moment. Tu as tellement raison. Ça calme tellement. Les politiciens notamment, là, entre autres. Oui, exact. Exact. Quand tu jettes ton compost, au moins, tu fais pas de trouble ailleurs. Exact, exactement. Voilà. Tu as raison. Voilà. On dit jette tes fougères, jette ton compost. Oh mon Dieu, c'est vendredi. Hey, Albert Mondor, c'est un plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Très bientôt. Bon printemps. La fin du monde approche. Mario Dumont. Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du Schtroumpf grognon, là. Marie Montpetit. Il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait. La rencontre. Montpetit-Dumont. C'est mon petit maréchal. Allô, Marie, Comment vas-tu? Même chose. Bonjour, Isabelle. Salut. Tu vas me parler de la députée de Québec solidaire, Christine Labrie, qui, à l'instar de Fitz cette semaine, coudonc, c'est la semaine de « je finis peut-être pas mon mandat ». En fait, Pierre Fitzgibbon ne l'a pas dit comme ça. Christine Labrie a-t-elle été plus directe dans son cas? Ben, écoute, là, il y a 2 versions parce que là, je vais finir par le punch final où elle a écrit sur son Twitter, sur X que non, elle voulait rassurer tout le monde et elle va finir son mandat parce que c'est ça. Mais non, on lui a demandé des journalistes lui ont demandé si elle allait finir, si elle avait l'intention de finir son mandat. Tu sais, avec tout ce qui s'est passé aussi ben oui. sur le co-porte-parole où elle a fini 3e, puis là, la crise qui se passe à Québec solidaire et tout. Puis il est allé d'une déclaration en disant je peux pas trop m'avancer. Puis tu sais, c'est le genre de déclaration des fois que tu sais, moi j'étais dans ces positions-là comme lui à te faire poser ce genre de questions. Puis là tu dis je sais pas là, tu sais, tout peut arriver là d'ici 2 ans. Donc est-ce que j'y vais d'une réponse classique et évidemment que j'ai l'intention de finir. Ce qui m'embête dans sa réponse, Isabelle, là, c'est que
moi, là, quand tu te présentes en politique, pour moi, c'est un contrat. Ouais, avec les citoyens. C'est un contrat avec la population. Moi, je suis passée par là. En 2022, je me suis présentée en 2014. Je me suis posé la question à la fin de mon mandat. Elle a raison, c'est extrêmement usant de faire de la politique. Il n'y a pas un politicien qui peut nier ça. C'est des enjeux au niveau de la conciliation famille-travail. C'est beaucoup d'heures de travail. C'est beaucoup d'heures sur la route. Il y a des moments qu'on aime moins parce que c'est l'anglais. Puis l'enjeu des médias, puis la toxicité, puis les emails que tu vas recevoir, puis les insultes dans les médias sociaux. Il y a tout comme, il y a une partie qui est usante ou c'est sain, je pense, à un moment donné, de te demander pourquoi je fais ça, est-ce que j'aime ça, est-ce que j'ai encore le feu sacré. Faut surtout que tu aies le feu sacré. Mais c'est à partir du moment où tu te dis, OK, je repars 35 jours en élection, Ça, moi, dans ma tête... Les élections, Ouais. 35 jours en élection, puis tu as du monde qui sont là avec toi pour faire cette élection-là. C'est beaucoup de jus de bras, beaucoup de jus de cerveau, du porte-à-porte. Mais il y a quelque part où c'est un contrat, moi, dans ma tête, où tu te dis, tu es censé avoir fait cette réflexion-là, puis te dire, regardez, moi, je vous demande de me faire confiance et de me donner un mandat pour les 4 prochaines années. Je m'engage à être là pour les... Là, on exclut évidemment la maladie. Oui, il y a des aléas. Mais je trouvais que dans ce pilote 2020, tu sais, l'élection, elle vient d'avoir lieu, là. 2022, c'est il y a 1 an et demi. Je trouvais que dans sa réponse, il y avait quelque part où c'était, je sais pas trop, là, tu sais, c'est comme, c'est usant, la vie de politicien. Ouais, mais fille, t'avais déjà fait 4 ans avant, là. Ouais. Tu savais, là, quand tu t'es présenté en 2022 puis t'as pris la décision de te représenter que c'est pas à la 5e année que ça devient usant, là. C'est usant comme, dès le début. Donc là, c'est ça. Elle a fait du rétro-pédalage. Elle a essayé de remettre un peu le dentifrice dans le tube avant que ça prenne des proportions en disant non, parce que là, il y a plein d'hypothèses qui disent est-ce qu'elle voudrait se présenter peut-être à la mairie de Sherbrooke? Parce que là, il y a la mairesse de Sherbrooke qui a annoncé qu'elle se représentait pas. Donc, est-ce qu'elle va vouloir faire ça dans un contexte de conciliation famille-travail? Tu sais, encore là, je veux pas juger parce que chaque situation est particulière. Elle a des enfants. Peut-être que c'est ça qu'elle trouve difficile. En tout cas, ça crée un contexte d'insécurité à QS, là, à Québec solidaire, c'est sûr. Là. Ben là, elle a dit finalement que c'était pas vraiment ça qu'elle voulait dire puis qu'elle va rester là jusqu'à la fin, mais ça doit être l'équipe des coms qui lui a dit, écoute, Christiane... Peux-tu nous aider, s'il te plaît? Oui. Peux-tu nous aider? Parce que là, ils sont à 2 semaines d'un conseil national. Ouais, on a eu une grosse semaine, mettons. On a eu une grosse semaine. C'est une semaine avec juste des départs, tu sais. C'est comme le départ d'Émilie de Sartérien a entraîné plein de départs à l'interne au niveau du comité de direction, au niveau des gens autour de Gabriel Nadeau-Dubois, des gens contre Gabriel Nadeau-Dubois. Il y a des sorties contre lui. Tu sais, t'as un putsch qui est en train de s'organiser contre sa vision et tout. Donc là, écoute, j'ai eu Amir Kadir hier, là. Ouais, j'ai eu Amir Kadir hier en entrevue, puis dans un segment, puis il me dit, je lui posais la question parce que il y a eu 40 solidaires qui ont signé une lettre ouverte pour dire notre démocratie est en péril et il faut retrouver notre âme qu'on a perdue. Puis lui disait, il y a plein d'autres lettres qui circulent à QS aussi. J'ai pas signé celle-là, mais j'en ai signé une autre. De toute façon, il faut quand même le dire, et ça c'est Amir Kadir qui me le dit. Il dit, on sait que Gabriel Nadeau-Dubois l'a échappé. Il l'a échappé. Écoute, il me l'a dit 2 fois. Fait que c'est sûr que si Amir Kadir pense ça, il y en a d'autres qui pensent ça. Fait que ça, tu sais, ça brasse, là, la QS. Ça brasse fort, là. Fait que c'est sûr que Mme Labrie a dû se faire dire, s'il vous plaît, garde-toi un petit gêne, là, aujourd'hui. Amir Kadir, c'est une frange. C'est la frange de certains qui ont embarqué dans le projet de Québec solidaire, qui était un projet peut-être justement plus contre les institutions, contre l'establishment, qui veulent pas nécessairement prendre le pouvoir parce que c'est comme moi, ça me fait beaucoup penser à la fable du chien et du loup, tu sais, que si finalement tu deviens au gouvernement, ben là tu vas avoir une laisse, puis là tu pourras plus faire ce que tu veux, et puis là tu vas perdre ta liberté. Donc t'es bien mieux de rester en liberté comme le loup dans la fable, puis de crever de faim tous les jours, mais au moins tu vas avoir ta liberté de parole, tu sais. C'est ça sa vision à Amir Kadir et à d'autres membres. Alors que Gabriel Nadeau-Dubois dit, on aura beau sortir toutes les meilleures idées du monde, si on peut pas les appliquer là. Ça donne quoi? Il nous reste, il nous reste 2 minutes. Marie, je
Je voulais qu'on parle de ton autre sujet. Tu as vu évidemment la une du Journal de Montréal où là, on a fait un exercice. Le journaliste Charles Mathieu a fait l'exercice de colliger là, les plus gros salaires des fonctionnaires. Évidemment, ceux de la Caisse de dépôt dépassent pas mal tout le monde, avec entre autres son président, chef de la direction, à presque 4,5 millions de dollars par année, incluant les bonis. Évidemment, c'est la Caisse de dépôt. Comment tu vois ça? Je pense qu'on peut dire, Marie, que bon, beaucoup de gens disent, ouais, mais à la Caisse de dépôt, si on veut avoir des gens qui sont efficaces et qui s'y connaissent, ben c'est les règles du marché. Puis le marché dit que c'est ça que ça vaut. Mais ça fait quand même beaucoup de fonctionnaires du gouvernement qui sont chèrement payés aussi et qui reçoivent des bonis. Tu sais, on peut penser à Hydro-Québec, on peut penser à la SAQ. Ça fait pas mal de monde. Tu sais, la nouvelle agence avec Geneviève Biron, les deux Top Gun. Là, il y a une nouvelle agence Mobilité Infra-Québec où là, il va y avoir un autre 50 personnes, 50 nouveaux fonctionnaires qui vont s'occuper de transport, alors qu'on a déjà un ministère des Transports. Il va sans doute y avoir un autre Top Gun par-dessus ça. Ça fait bien des gros salaires quand même. Au moment où les Québécois nous l'ont dit il y a pas longtemps, ils sont tannés de payer. Puis ils n'en ont pas pour leur la question, argent. c'est toujours ça. C'est est-ce qu'on en a pour notre argent, tu sais, au-delà des chiffres. Déjà, il y a le fond, la forme. Moi, sur la forme, Isabelle, chapeau, mais vraiment chapeau au bureau d'enquête, tu sais, au journal qui ont colligé toutes ces informations-là. Enfin, un peu de transparence parce que ça n'existe pas. Une telle liste des salaires, alors que c'est de l'argent public, c'est de l'argent des contribuables qui payent ces gens-là. Donc, au moins, là, c'est affiché, c'est disponible, c'est transparent. Après ça, tu le nommes bien, la Caisse de dépôt, c'est mondial, c'est de la compétitivité mondiale, en fait. Donc, tu sais, il y a quelque part où les salaires, faut vraiment les comparer avec ce qui se fait à l'international. Mais après ça, tu les as nommés, tu sais, l'IQ, les CIUS, les agences, les machins. Tu sais, moi, au-delà des chiffres, parce que quand on regarde les chiffres, on peut se dire, ah ouais, OK, c'est vraiment beaucoup. Mais en même temps, la question, moi, que je me pose tout le temps, c'est, j'en ai-tu pour mon argent? T'sais, exact. Que tu fasses 100 000, 300 000, 600 000, 1 million, tu m'en livres-tu pour ce montant-là? Est-ce que tu es un top gun, justement, dans ta catégorie? Et ça fait que, wow, OK, j'ai des super services. Mais si c'est pas ça, ben c'est là que ça devient de l'argent public qui est mal utilisé, là. En tout cas, ça va faire jaser d'un chaumière, ça, parce que quand tu calcules, quand tu regardes le salaire moyen du Québécois, on est loin de ça, là. Merci beaucoup, Marie Montpetit. Merci bien, Marie. Bon week-end. L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. J'en ai parlé un petit peu plus tôt avec Yasmine, mais Yasmine a de jeunes enfants, donc je pense que je vais être curieuse d'avoir ton avis, Isabelle. C'est un récent sondage. On a sondé les Canadiens sur la question, est-ce qu'on doit donner de l'argent de poche à nos enfants? Si oui, combien on donne? Puis dans le sondage, l'avis est vraiment partagé, là, c'est quasiment 50-50. 53% des parents sont en faveur de donner de l'argent de poche. Et quand on va plus précisément au Québec, les parents donnent en moyenne 19 $ par semaine à leurs enfants et ils commencent à partir de 10 ans. Comment ça s'est passé chez vous? Oui, j'ai essayé toutes les façons. Ah oui? Oui, c'est ça. J'ai aussi rattaché argent de poche à tâche. Quel genre de tâche? Ménagère? Oui. La vaisselle? Aide-maman, là. Ramasse-toi d'abord et puis essaye d'un peu aider. Tu sais, passe le balai, alors, occupe-toi un peu de la vaisselle, fais ton lit, fais ta chambre, tu sais, pour te rendre un peu autonome. Ça a marché. Des fois, moins que d'autres. Il y avait un certain relâchement. Mais tu vois, ce que je trouve fabuleux, c'est que quand ça grandit, ces enfants-là, tu te rends compte que finalement, tu as fait une bonne job parce que ils se ramassent, sont bien élevés, puis ils font les tâches. Voilà. Oui, puis à quelque part aussi, ça enseigne... Et ils ont la notion de l'argent aussi. C'est ça que j'allais dire. C'est ça qui est important. C'est pour ça l'argent de poche. La valeur de l'argent, parce que maintenant que tu as ton petit pot à toi, moi j'avais un cochon, une tirelire, puis à l'époque, c'était beaucoup de la monnaie pour que ce soit la fée des dents ou peu importe, puis je roulais mes scènes, là, tu sais, puis de le faire, puis de voir que, OK, ça en prend tant pour que ça vale ce montant-là, puis que tu te rends compte, OK, ça prend du temps avant que je réussisse à avoir mon petit 5, mon petit 10, mon petit 20 $. Donc, quand vient le temps de le dépenser, que ce soit au dépanneur ou à la pharmacie ou peu importe, tu fais, OK, finalement, ça en prend beaucoup plus que ce que je pense. Mais je trouve ça bien parce que ça permet d'avoir une discussion sur l'argent
tôt dans la vie avec avec nos jeunes, parce que l'école en parle très peu. Tu sais, on n'a pas de littératie financière vraiment. Je trouve ça malheureux parce que écoute, l'argent, on passe notre vie à travailler. Pour le plaisir, oui, mais aussi savoir la gérer, aussi pour de l'argent, pour subvenir à nos besoins. Donc, il faut savoir comment ça marche. Oui, puis il y a un auditeur qui m'a écrit, justement, quand j'en ai parlé tout à l'heure, puis il dit, moi, à partir de 13-14 ans, quand mes enfants avaient cet âge-là, je doublais les gains qu'ils gagneraient pour les inciter à se débrouiller, à trouver du travail et à valoriser leur confiance en eux quand même. C'est une belle offre. C'est bon, là. Faut dire que c'est quand même une très belle offre, mais chacun a ses petits tours de passe-passe. Là. Donc, ce qu'on disait, c'est que 78% des parents donnent de l'argent de poche pour que leur enfant en épargne une partie, pour qu'il commence à comprendre l'épargne. 72%, c'est pour récompenser les tâches ménagères effectuées et 50% des parents s'en servent comme outil de discipline, justement. Attention, si tu tombes pas le gazon cette semaine, tu n'auras pas ton argent de poche. Mais ça me rappelait des souvenirs en plus. Mais c'est vrai que c'est hyper important de commencer très tôt. Je vous invite à rester avec nous. Entrevue super intéressante à venir. Moi, ça me parle, là. C'est Stéphanie Lévesque, qui est entrepreneur en construction. Il y a une compagnie Filles de la construction qui existe, qui offre des formations pour apprendre à se débrouiller soi-même. Puis nous, on est chanceux parce qu'on a un beau-père extraordinaire. Il habite pas à Montréal, mais des fois, il vient à peu près une semaine juste pour OK, c'est quoi vos petits travaux là, que vous avez à faire? Puis nous, on se fait une liste qu'on appelle les Rémi de beaux projets parce qu'il s'appelle Rémi. Ah, ben! Puis là, quand il arrive, ben là, il nous aide là-dedans. Mais évidemment qu'on essaie de les faire avec lui pour en apprendre. Mais des fois, moi, je trouve qu'une compagnie comme ça, Filles de la construction, ça vaut de l'or. Donc, on va avoir justement des petits trucs sur quel genre de réno on serait capable de faire nous-mêmes et lesquels qu'on devrait laisser aux autres. Exact. Parce que des fois, c'est un peu compliqué. Donc, je vous invite à rester avec nous. Cube.ca, l'application Cube, évidemment, pour nous écouter en direct ou encore la chaîne télé si vous êtes à la maison. Évidemment, il faut l'ajouter à votre forfait de chaîne spécialisée. Stimule la réflexion. Nourrit le dialogue. Cube. Vous avez peut-être vu cette semaine, il y a le rapport Copernicus qui est sorti et qui nous a annoncé que pour un 11e mois consécutif, la planète s'est réchauffée et on prédit déjà que le mois de mai ne va pas risquer de briser cette tendance-là. Ça voudrait dire donc 12 mois, une année de réchauffement continu. C'est rien pour nous encourager véritablement. Je pense que c'est assez inquiétant tout ça parce que pendant qu'on discute de changement climatique, qu'on essaie de trouver des solutions, ben la planète, elle, continue de se réchauffer et le monde connaît des températures vraiment remarquables un peu partout sur la planète. Vous avez vu des inondations au Brésil, vous voyez toutes sortes d'événements météorologiques, climatiques. Il y a de plus en plus de gens qui sont des réfugiés climatiques. Je voulais qu'on en parle justement avec un expert de la question. Il est présentateur météo chez Météo Média, expert en changement climatique. Mon ami Patrick de Bellefeuille. Bonjour, Patrick. Bonjour Isabelle. Comment vas-tu? Écoute, c'est vendredi. Voilà, c'est vendredi, mais effectivement, et puis on a aussi su que l'été serait particulièrement chaud, fait qu'on va parler de ça, mais je voulais t'entendre sur le réchauffement planétaire dont on dit qu'il va dépasser les 2,5 degrés Celsius et que les conséquences de ce dérèglement risquent d'être catastrophiques là, pour tous les humains sur la planète. Patrick, on le sait, puis toi, tu es aux premières loges de ça depuis des années que tu le dis. Puis on dirait qu'on a de la misère, hein? Il y a encore des gens qui font obstruction. Oui, ça, pour l'instant, on n'a pas encore fini de s'en débarrasser, même s'ils sont de moins en moins nombreux. Mais je pense que dans les tableaux que je vais vous présenter, que je vais vous mettre en perspective pour vous faire comprendre un petit peu tout ceci, c'est que, bon, on dit avec le changement climatique que selon l'accord de Paris, on s'entend tous, parce que techniquement, tout le monde parle de 1,5 degré pour l'accord de Paris, mais en fait, l'accord de Paris dit 2 degrés, mais que tous les pays doivent tout faire pour rester à 1,5. Évidemment, 1,5, c'est déjà à peu près atteint. Enfin, on n'est pas très, très loin. On s'en approche. Ça fait déjà quelques mois consécutifs où on le rejoint, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir rejoint pendant toute une année. Ceci dit, on est quand même dans 2023, l'année la plus chaude jamais enregistrée. Ouais. On s'attend à ce que 2024 soit aussi une année très chaude. Ce que je vais mettre en perspective pour vous, c'est que 2023, c'était une année avec un El Niño très, très fort. El Niño a tendance, en général, à nous donner une année plus chaude. C'est un peu normal. 98, c'en était un. Par la suite, 2015, 2016, c'en était aussi des années qui étaient El Niño. On s'attend à ça. Mais par définition, quand on a un La Niña, on a des années plus froides que la moyenne.
Avant d'avoir notre El Niño en 2023, on a eu 3 années consécutives de La Niña. Donc, on aurait dû avoir Explique un peu, là, pour le bénéfice de notre public. Ce sont des courants, c'est ça? En fait, c'est la mesure de la température de surface de l'océan Pacifique. Au niveau de l'équateur, on mesure les 2 premiers mètres de l'océan Pacifique, quelle température ça a par rapport à la moyenne historique. Quand on est 1/2 degré au-dessus de la moyenne, ce qui est quand même beaucoup sur une surface. Oublions pas que le Pacifique, c'est quand même le plus grand océan au monde. Là. Quand on est 1/2 degré au-dessus, on appelle ça El Niño. Quand on est 1/2 degré en dessous, on appelle ça La Niña. Finalement, si on monte, à la place d'1/2 degré au-dessus, on sera à 2 degrés, 3 degrés. Là, on est dans les super El Niño, comme en 98, comme en 2016. Mais ceci dit, avant le 2023, qui n'a pas été un super El Niño, mais quand même un El Niño assez fort, on a eu 3 années consécutives de La Niña qui auraient dû normalement nous donner 3 années consécutives de répit. C'est-à-dire 3 années consécutives où la température moyenne de la planète aurait été un petit peu sous les valeurs saisonnières. Je veux finir de répondre à ta question, c'est-à-dire que quand on parle de température globale, c'est ça qui est important. Il ne faut pas penser à nous, le Québec, il faut penser à la planète au complet. Il faut surtout penser que la planète, elle est couverte d'eau à 71%. Donc, c'est pas ce qui se passe sur Terre qui est important, c'est ce qui se passe dans les océans. C'est vraiment important de ce côté-là. Donc, 3 années consécutives de La Niña avant de tomber à notre El Niño. Donc, La Niña, on aurait dû être froid. El Niño, normalement chaud. El Niño, plus chaud, parfait. Bon, c'est ça. Mais les 3 années La Niña, on fait partie des 3 années les plus chaudes dans les 8 dernières années les plus chaudes. Donc, parmi les 8 années les plus chaudes, t'en as 3 de suite que c'est La Niña. Ça, c'est un dérèglement qu'il faut souligner. C'est ça, oui. Exactement. Là, on nous a annoncé que l'été serait particulièrement chaud. Parle-nous un peu de l'été qui nous attend. Bon, ce qu'il faut faire attention là-dedans, là, c'est que, évidemment, nous, Météo Média, on n'a pas encore sorti notre aperçu de l'été, donc je ne vais quand même pas scooper. Vos affaires, on comprend ça. Météo Média. Je vais vous parler plutôt de façon planétaire. Oui, les grandes organisations planétaires, que ce soit la NOAA, que ce soit l'OMM, que ce soit les Nations Unies, disent que 2024 pourrait être aussi chaude, sinon peut-être plus chaude que 2023. Ça veut dire que c'est de façon planétaire. Est-ce que la canicule va arriver chez nous? Est-ce qu'elle va arriver dans le bassin méditerranéen? Parce que, tu sais, 2003, là, c'est une des années, c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée, mais nous, au Québec, on peut pas dire qu'on a eu un été à 2023, tu veux dire? Non, complètement. Ouais. On a fait, mon Dieu, c'était ailleurs. Mais en fait, c'est ça dont on parle. C'était pas un super bel été, l'été dernier, là. Moi, sincèrement, non, c'était... Tout à fait. Il y a eu de la pluie, il y a eu du vent, il y a eu des températures moyennes, là. Fait que c'est pour ça, tu sais, les gens sont contents de savoir que l'été risque d'être plus tôt que prévu, plus chaud aussi. Mais le travers de ça, c'est ce que tu expliques, c'est, oui, on est content l'été qui fasse chaud, mais des saisons de canicule, on aime moins ça, puis on sait que c'est aussi quand même symptomatique de cette situation que tu décris bien d'un point de vue planétaire. Puis, écoute, moi, j'étais en Europe l'été dernier, là, c'était insupportable. Puis déjà, je pense qu'en ce moment aussi, là, ça commence à se réchauffer pas mal, fait que ça nous a donné un été avec des feux de forêt. C'est que finalement, tout ça a des impacts sur nous et nos activités, là. C'est sûr que c'est ça qu'on retient, hein? Les canicules dans le bassin méditerranéen, les canicules, les feux chez nous, les feux au Québec, les feux dans l'Ouest canadien, tout ça. Mais il y a un petit détail que je pense qu'il faut souligner, qui est peut-être passé sous silence. Notre hiver au Québec, décembre, janvier, février, mars, okay? Ces 4 mois-là. Ouais. Ces 4 mois-là ont enregistré au Québec une température moyenne de 4 degrés en haut de la moyenne. 4! Normalement, là, 1 degré, 1,5 degrés en haut de la moyenne pour un mois, c'est beaucoup. Là, on a 4 mois consécutifs à 4 degrés. Évidemment, on n'a pas eu de canicule pendant l'hiver. C'est pas comme ça qu'on le voit parce que c'est l'hiver. Mais 4 degrés en haut de la moyenne, c'est vraiment quelque chose. C'est pas nécessairement signe de ce qui s'en vient. Sauf que l'atmosphère a un petit peu de difficulté à bouger vite. Ce qui fait que, par exemple, ces 4 degrés-là jusqu'en mars, on a eu un avril, on était seulement 1,5 degré en haut de la moyenne. Puis là, l'atmosphère va poursuivre comme ça. On a un mai qui commence assez doucement. Pour l'instant, on ne voit pas de très grosses canicules pour mai, mais c'est pas garant de ce qui va se passer après. C'est peut-être juste un reculer pour mieux sauter, comme on disait. Toi qui as vu ça en terminant, Patrick de Bellefeuille, depuis tellement longtemps que tu fais ce métier, et t'es aussi, tu vas souvent dans des conférences internationales, tu côtoies d'autres météorologues, vous devez vous parler, vous devez vous dire, moi j'adorerais être dans vos conversations. Qu'est-ce que vous vous dites, Pat? Est-ce que vous vous dites, mon Dieu, as-tu vu ce qui se passe? Hey, c'est inquiétant. Qu'est-ce que vous vous dites? Ou est-ce qu'il y a quand même un peu d'espoir à la clé? Mon Dieu, quelle belle question. Deux choses. Je dirais, ce qu'on dit souvent, c'est
on n'a pas bien fait notre travail. Ça fait des années qu'on essaie de prévenir la population. Faites attention, le réchauffement s'en vient. Puis là, on est déjà le GIEC qui nous dit de plus en plus que ça s'en vient. Puis en plus, le GIEC, c'est que chaque fois qu'ils mettent un rapport, ils disent tout le temps, tu sais, ce qu'on vous avait prédit, le rapport d'avant, c'est vrai, mais c'est toujours plus vite. C'est toujours plus en 2030 ou en 2050, c'est comme l'année prochaine. Là, tu sais. Alors ça c'est vraiment un petit peu inquiétant. Ce qu'on se dit, c'est que nous qui se spécialisons dans la communication du changement climatique, on se dit on fait pas assez, on devrait essayer de pousser plus, mais évidemment, tu sais, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Il y a les gouvernements, il y a les compagnies, il y a les fonds d'argent. Tu sais, il y a pas mal de choses qui font que ça part pas en courant, ce qui est quand même assez étonnant parce que quand tu arrives à expliquer à quelqu'un on a l'humanité qui est menacée. Moi, personnellement, j'aurais fait, on peut-tu se grouiller? Exact. Ouais. Hey, Patrick de Bellefeuille, toujours un plaisir. Puis on attend que vous sortiez vos propres analyses de l'été qui s'en vient chez Météo Média. On va t'écouter. Merci beaucoup. Début juin, merci. Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Isabelle. Bonjour Alex. On termine la semaine en beauté, toutes sortes d'actualités qui sont parues aujourd'hui. C'était le sommet, entre autres sur l'immigration à Montréal, ici, entre Québec, le fédéral et les autres provinces aussi, là, les représentants, les divers ministres de l'immigration qui étaient sur place pour parler. Je viens de divulgacher, d'immigration, tout justement. Mark Miller, donc le ministre fédéral, qui était présent avec Mme Fréchette, entre autres, et tous leurs homologues. Et là, on a eu quelques petites révélations tout à l'heure. Mme Fréchette parlait d'une bonne rencontre, mais il y a beaucoup de travail à faire encore. Puis c'était vraiment un ton qui était déjà entamé plus tôt cette semaine par François Legault. On se comprend, qui avait déjà réitéré une fois de plus. 560 000 immigrants temporaires. Au Québec. Au Québec seulement. Il dit, étonnez-vous pas qu'on n'ait pas de logement pour tout ce monde-là. Là. Ben oui, puis qu'on ait de la difficulté à fournir des services, qu'on ait de la difficulté à bien intégrer ces gens-là, qu'on ait de la difficulté à trouver des places en garderie, des places à l'école, des cours de francisation. C'était « Et c'est la faute du fédéral ». Et c'est la faute du fédéral, effectivement. Puis c'est même en imageant, j'ai beaucoup aimé l'image de M. Legault, là, parce que 560 000, c'est comme... c'est un chiffre, mais dire c'est l'équivalent de toute la ville de Québec au complet qui s'est ajouté dans les derniers temps dans l'ensemble de la province. Ça fait du monde en maudit. Et là, même si on s'entend pas exactement sur ce chiffre-là de 560 000, le Pablo Rodriguez, le ministre fédéral, lieutenant québécois aussi du gouvernement, qui a dit que les chiffres de M. Legault, c'était pas exactement la réalité, mais sur le fond, par contre, on s'entend, il y a trop d'immigration temporaire en ce moment au pays. Donc, une des choses qui était sur la table, entre autres, aujourd'hui, c'est de la redistribution de ces nouveaux arrivants, parce que c'est ça qui est difficile aussi. Là, les gens issus de l'immigration temporaire arrivent beaucoup plus au Québec que dans le reste du pays. Là. Ça inclut, entre autres, les demandeurs d'asile, les réfugiés et autres. Et là, proportionnellement, l'Ontario, par exemple, va recevoir à peu près son niveau de nouveaux arrivants comme ça. Le Québec, c'est comme 2 fois plus, si c'est pas clair, encore plus, que ce qu'on est censé pouvoir accueillir. Là. Donc, est-ce qu'on va être capable de redistribuer ces gens-là? Et surtout, on n'a pas l'argent qui devrait venir avec. C'est ça l'enjeu aussi. Et on n'a pas l'argent qui devrait venir avec. Parce qu'on fait le travail d'Ottawa, puis normalement, c'est prévu qu'Ottawa rende... paye une partie de ses couleurs. Là. Après tout, c'est eux qui ont décidé de signer l'entente sur les tiers pays sûrs qui fait en sorte qu'on accueille comme ça ici des demandeurs d'asile. Donc, c'est un épineux sujet aussi, Isabelle, non seulement parce que c'est toujours sensible qu'on parle de aussi, ça, puis parce que derrière les chiffres, il y a toujours des êtres humains. Puis les besoins sont réels, sont criants, sont pressants, autant dans le logement que tout ce qu'on vient de nommer. Mais quand même, c'est des gens derrière chaque chiffre. Il y a une personne, il y a une famille, il y a un être humain. Puis là, de les redistribuer dans le reste du pays, oui, c'est un bon souhait. C'est ce qu'il va falloir faire éventuellement. Mais de quelle manière tu fais ça? Tu peux pas juste remplir un avion puis décider de les parachuter un peu partout dans le pays. Mais je pense aussi, Alex, que là, on voit des immigrants qui, d'eux-mêmes, retournent d'où ils viennent. Parce qu'ils se rendent compte que ce qu'on leur a promis, ils l'ont pas véritablement sur le terrain ici. Et ça, je pense que ça montre aussi que, tu sais, on a beau se péter les bretelles, faire des campagnes pour aller convaincre des gens de venir immigrer ici, parce que même le Québec le fait, là, ils ont des missions pour aller convaincre des gens de venir, tu sais. Fait que François Legault, il se plaint, mais en même temps, il y a quand même des missions québécoises ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là?
Donc, c'est une excellente question. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'était pour ça qu'on s'est assis aujourd'hui. Là, on verra qu'est-ce que... On a-tu abouti à quelque chose? Là, c'est pas clair pour l'instant. Là, on a juste entendu rapidement. Puis c'est ça, c'est pas fini tout à fait. On aura un peu plus d'informations plus tard. Tout savoir en 24 minutes. Du côté de Québec solidaire, aujourd'hui, on s'est enfargé, on va le dire de cette manière-là, du côté de la porte-parole par intérim, Madame Christine Labricot, porte-parole plutôt, qui était dans un point de presse aujourd'hui dans la ville de la circonscription qu'elle représente, à Sherbrooke, mêlée de presse, et là, se fait questionner sur son avenir politique. Et là, elle a répondu avec une phrase qui fait beaucoup d'écho avec une autre qu'on a entendue cette semaine dans la bouche d'un autre politicien bien connu, M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Énergie, parce que quand on lui a demandé si elle comptait terminer son mandat... Ouais, c'est comme la question des journalistes cette semaine. Oui, pourquoi pas? Hein? Pourquoi c'est une question qu'on pose comme ça. Mais particulièrement dans une époque, un moment où on voit de plus en plus d'élus quitter en plein mandat, pas terminer ce pourquoi ils ont été élus complètement, la durée au complet. Et là, Mme Labrie a commencé à répondre en disant tous les élus, vous savez, à tous les pays, tous les paliers doivent prendre des décisions difficiles. Je prends pas d'engagement que je suis pas certaine de pouvoir respecter. Je veux finir mon mandat, mais on sait jamais ce qui peut se passer, puis on sait pas si ma santé va me permettre d'aller là. Elle a fini par rectifier par la suite, là, puis on peut se comprendre que clairement, il y a des gens des communications du parti qui ont parlé dans le casque, comme on dit, qui ont dû dire, là, s'il te plaît, cette semaine, tu peux le temps de faire ça. La seule réponse que tu peux dire, c'est oui, j'ai l'intention de finir mon mandat. Oui. Prochaine question, merci. Oui, puis on se comprend. Si on a droit à des réponses comme celle-là cette semaine... Comme Fitzgibbon le disait, vous le saurez le matin même si jamais je finis pas. Voilà. Il est quand même assez... C'est au moins lui, avec sa façon assez raide de nous dire des affaires, il l'a quand même dit. Oui, puis Mario Dumont le dit souvent ici à l'émission, il dit toujours, regarde, en politique, là, jamais ils vont dire... Jamais personne dit, là, je vais partir avant. Mais non, c'est ça. C'est exactement ce que M. Fitzgibbon fait. Ouais. Ça va être le matin même. Donc, mais c'est quand même c'est fascinant. C'est une question de journaliste qui va à la pêche, tu comprends? Oui. Puis qui devait sourire jusqu'à ses oreilles. Mord pas à l'hameçon, tu sais. Mais elle l'a fait. Vendredi, on est vulnérable. La semaine est longue. La semaine est longue. C'est comme, mais tu vois arriver ça, là, comme tellement gros. Oui. Mais c'est que ça fait... Quand même... Ça pousse à réflexion, là, parce que nos élus qui c'est surtout Québec solidaire a eu une grosse semaine. Là. Oui, c'est une grosse semaine. C'est surtout ça aussi, c'est dans cette mouvance-là. Oui, Émilie Lessard-Terrien a brassé pas mal la cage en quittant, en claquant la porte. Il y a eu la lettre aussi, là, pas plus tard que 40, jeudi. 40 signataires des ex-candidats de Québec solidaire. Bref, c'est une grosse semaine, comme tu le dis, mais ce que moi je retiens également de ce point de presse-là de Mme Labrie, c'est qu'elle n'a pas fermé officiellement la porte à une éventuelle candidature à la mairie de Sherbrooke en 2025. C'est ça. Parce que la mairesse actuelle de Sherbrooke, là, Evelyne Baudin, elle a déjà annoncé qu'elle n'allait pas se représenter aux élections de 2025. Puis on rappellera qu'à l'automne dernier, en octobre 2023, elle avait dû prendre une pause en raison d'un épuisement professionnel. Mm-hmm. Donc, c'est pas facile quand même, là, la vie des élus. Là, je sais qu'on passe beaucoup de temps à parler leur augmentation de salaire, puis leurs belles conditions, puis son gras dur. Puis... Non, oui, c'est du gros travail, là, sincèrement. Là. C'est tout un travail pour beaucoup de personnes. Puis avec la pression actuelle aussi, là, les réseaux sociaux, les insultes, les gens qui sont pas contents, ça devient aussi difficile physiquement que mentalement, je crois. Donc, il y a 10% des élus qui ont démissionné, je pense, l'année dernière ou depuis les 12 derniers mois, quelque chose comme ça. C'est beaucoup, là. Des statistiques quand même assez alarmantes. Il en reste pas plus grand monde là, pour aller nous représenter. Ça, c'est sûr que... Il va falloir qu'on y aille. Ah oui? Mais non, j'ai-tu un scoop? On est-tu à la pêche? Isabelle Maréchal. Ben, c'est vendredi. Ne me posez pas de questions. Tout savoir en 24 minutes. Ne jamais dire jamais. Ne jamais dire jamais. Ouais, je te verrais nettoyer la ville de Montréal, Isabelle. On a tellement parlé de rats et de déchets cette semaine. Je te verrais... Tu devrais... Un bel emblème, là, une trappe à rats dans les mains comme ça, comme emblème politique, là, comme symbole de parti. Michel Gauthier, à l'époque, m'avait dit, feu chef du Bloc, m'avait dit, si tu vas un jour en politique, vas-y au fédéral, vas-y pas au municipal. Parce qu'au municipal, tu vas gérer des égouts puis des comptes. Alors, voilà. Et tu veux une autre citation d'un politicien qu'on aimait bien? Bien sûr. Jean Lapierre m'avait dit, en politique, on y va quand on n'a rien à prouver ou quand on a tout à prouver. Fait que donc, tu y vas jeune ou tu y vas quand ta carrière est faite. Ça, moi, j'aime bien des grandes citations de politiciens. C'est une belle citation, effectivement, du regretté Jean Lapierre, tout à fait.
Revenons à cette vidéo qui a fait le tour du web là, de 7 enfants, 4 ans, qui a été happé de plein fouet par une cycliste là, jeudi matin cette semaine dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal parce que le service de police de la Ville de Montréal a annoncé aujourd'hui officiellement avoir ouvert une enquête autour de cet événement-là. Heureusement, je rappelle, la fillette n'a pas été gravement blessée, même si sa mère parle d'un traumatisme. Là. Elle est traumatisée par cet événement-là, la petite cocotte. Sinon, semble-t-il qu'elle s'en soit bien tirée. Mais là, ce qu'on veut essayer de comprendre puis de déterminer du côté de la police, c'est si la cycliste, pour l'instant, c'est même pas clair. Oui, mais ça a l'air que c'est une cycliste, mais peu importe. Eux parlent d'une cycliste. La vidéo semblait montrer une cycliste, mais ne sommes-nous jamais vraiment certains. Et on veut continuer à élucider exactement. Ouais, on revoit les images. Écoute, moi, ça me c'est vraiment dur. C'est vraiment dur à voir. Il y avait le témoignage de la mère, justement, de la fillette qui disait que la petite fille était traumatisée. Oui. Traumatisée. Mais ça a l'air que c'est pas la première fois que sur cette rue, il paraît qu'il y a d'autres enfants du quartier qui sont fait frapper par des vélos. Oui. Puis là, c'est sûr, à la base, c'est impardonnable de ne pas s'arrêter quand il y a un autobus jaune. C'est valide aussi pour les cyclistes, pas juste pour les automobilistes qui circulent. Pas juste quand il y a un autobus. Là, c'est ça. Mais puis quand on voyait sur les images, là, il y a quelques instants, moi, je vois surtout la petite fille, elle sort de comme derrière des autos. Tu sais, la piste cyclable est comme juste l'autre côté. Fait qu'est-ce qu'on voit pas la petite fille en raison de la voiture? Mais elle voit l'autobus. Mais c'est ça. Avec les espèces de panneaux qui sont vraiment sortis, tu sais. Ouais, exact. Regarde, on le revoit, là. Ouais, elle est juste là, sur le bord du trottoir. Avance, c'est ça. L'autobus, il est visible et on voit qu'il y a quelqu'un qui sort. Il y a quelqu'un, tu sais, il y a un autre adulte qui est là, qui s'avance. Donc, normalement, comme cycliste, tu dois freiner en voyant. Regarde, écoute. Mais la spéculation qui a lieu aussi beaucoup sur le web, c'est que la cycliste, on va dire la cycliste pour la forme, soit écoutait quelque chose, soit était sur son téléphone en train de circuler. Si c'est le cas, à ce moment-là, on pourrait émettre des constats d'infraction à la cycliste en question si on réussit à prouver tout ça. Donc, la police ouvre une enquête. On verra s'il y aura des constats émis dans cette histoire-là. Mais c'est sûr que ça amène quand même, ça pousse, je pense, tout le monde. Plus grave que ça. Heureusement que l'enfant n'est pas plus blessé. Là. Il semble que des petites blessures mineures. C'est sûr qu'elle doit... Écoute, traumatisme est évident. Ça te brasse un tout petit peu. Non, mais il rentre très fort, le vélo. Ouais, t'as peur des pistes cyclables pour un petit bout, si on peut se comprendre. En espérant quand même que ça pousse un peu tous les cyclistes montréalais à regarder. Nous faire la leçon un peu, puis nous dire, il faut faire attention. Ça nous permet de discuter de ça, puis de dire, il faut partager la route. Il faut être plus civil. Il faut prendre notre temps. Il faut avoir des yeux partout. Oui, absolument. Si c'est pas pour vous, faites-le pour les autres. Ah, mon Dieu, tellement. Économie. Je poursuis dans les nouvelles judiciaires avant de passer à l'économie, Isabelle, parce que on a 3 membres d'un commando de voleurs de voitures qui ont été arrêtés. Mais c'est toute une histoire parce que c'est comme certains des membres manquants d'une escouade qui a fait beaucoup jaser d'elle en raison des images qui sont elles aussi devenues virales sur les réseaux sociaux. Je rappelle, ça se passait dans l'après-midi du 7 avril dernier. Les images de l'intervention policière qui avait été filmée par un citoyen et on voyait 2 policiers qui étaient honnêtement débordés, décontenancés, qui essayaient d'intercepter à pied. On peut revoir les images. Essaie d'intercepter à pied des voleurs de véhicules. En plein jour à Montréal. Un vol de véhicule en plein jour à Montréal. La loi et l'ordre. Puis il manque juste la musique. Exactement. Il manque juste la musique, celle-là ou celle de Fast and Furious, quasiment. Que les animateurs chantent ici. Il manquait ma collaboration. Oui, exact. Voilà, c'était Isabelle Maréchal. Ne quittez pas la chanson. C'était pas ma meilleure. M'en me reprendre, vous inquiétez pas. M'en revenez. Écoute, dans ces images-là, on voyait vraiment les voleurs qui se faisaient courir à pied par les policiers. Une BMW noire, entre autres, qui se met à faire des manœuvres épouvantables pour essayer d'échapper à la police. Des manœuvres, quand je dis épouvantables, tellement dangereuses. Circulent notamment à reculons directement sur le trottoir de la rue. Ensuite, se retourne à l'envers dans un sens inverse. Et là, 4 jours après cet événement-là, il y a 2 suspects qui avaient été arrêtés à bord de la BMW noire sur l'autoroute 440. Intervention policière spectaculaire, d'ailleurs, sur l'autoroute. Mais on a procédé à 3 autres arrestations supplémentaires dans le même dossier parce que c'était un commando complet. C'est ce qu'on comprend, de voleurs qui prenaient plusieurs véhicules en même temps dans le centre-ville. Et tu l'as dit, en plein jour, Isabelle. C'est fou, là. Ils sont plus gênés.
Opération concertée. Et là, il y a 4 véhicules suspects quand les policiers sont intervenus, 4 qui essayaient d'échapper. Là, on voyait, oui, la BMW noire, oui, les gars ont été arrêtés, mais il y en avait 3 autres de ces véhicules-là qui partaient dans tous les côtés, puis c'est des véhicules qu'on croit évidemment volés. Direction Vieux-Port de Montréal? Direction Container? Fort probablement ça, ou l'Ontario, Isabelle, un de ces deux endroits-là, c'est très certain. Et là, il y a même un des suspects qui avait heurté un des policiers avec son véhicule à ce moment-là dans la fuite. Et là, l'enquête a permis de traquer une de ces personnes-là, un suspect de 18 ans, Jordan Saint-Pierre, de son charmant nom, dans une résidence du centre-ville de Montréal. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont trouvé chez lui aussi? Des outils qui servent à cambrioler des véhicules. 2 autres suspects le 8 mai dernier, eux dans un établissement là, de l'arrondissement d'Outremont. Et là, on l'arrête là-bas. C'est Tout savoir en 24 minutes. C'est le GTI, le groupe tactique d'intervention, qui est venu procéder à l'arrestation. Donc, on se comprend que les 2 jeunes, le 25 et 20 ans dans cette histoire-là, un qui s'appelle Honoris Joseph, l'autre qui n'a pas encore comparu, donc on connaît pas encore son identité. Ils ont dû faire le saut, quand le GTI débarque chez vous... ça fesse, règle générale. Est-ce que c'est cette image qu'on a vue sur les réseaux sociaux? Je sais pas si tu as vu qu'il y a une image avec le groupe d'intervention qui rentrait dans un immeuble. Ah, ça se pourrait fort bien que ce soit ça. Isabelle, ils interviennent pas nécessairement tous les jours. Puis il y avait, ça se pourrait fort bien que ce soit là. Puis tiens, qu'est-ce qu'on retrouve encore chez eux? Matériel servant à cambrioler des véhicules. Donc, c'est beaucoup de chefs d'accusation qui tombent sur ces jeunes hommes-là. Vol de véhicules, recel, fuite, conduite dangereuse. Et aussi, il y en a un d'entre eux, celui, entre autres, qui conduisait le véhicule qui a frappé un policier. Mais lui, c'est chef d'accusation d'agression armée, non-respect de conditions également qui s'ajoute. Donc oui, il y a beaucoup de vols de véhicules à Montréal, mais la bonne nouvelle, Isabelle, c'est que parfois, on réussit à en pincer. Tout savoir en 24 minutes. Ce matin, Isabelle, j'ai fait une entrevue alors que je remplaçais Alexandre Dubé à l'animation. Entrevue avec notre collègue Anne-Sophie Poiré qui a écrit tout un dossier pour le 24 heures, le journal. Je sais pas si tu as eu le temps de voir ça, le lait maternel le trafic qu'on peut en faire. J'ai failli t'en parler ce matin avec Benoît dans notre rencontre. Écoute, il y avait tellement de sujets. Elle est venue me raconter. C'est incroyable, ça. Elle est venue me raconter, puis je t'explique pour nos auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion d'aller entendre cette entrevue ou encore lire le dossier dans le journal le 24 heures. Il n'est pas trop tard, faites-le. Mais elle a entendu parler de cette espèce de pratique que certaines personnes, on va les appeler des gym bros, des gars de gym, qui veulent boire du lait maternel parce que selon eux, ça donnerait toutes sortes de protéines, d'anticorps, de l'énergie là, quand tu consommes ça. Puis comme c'est fait pour qu'un bébé prenne de la masse, mais toi aussi, gros gars de 6 pieds 2, tu vas prendre de la masse. J'ai lu effectivement l'article de cette journaliste et il y en a même un gars qui disait que lui, il avait pas été allaité par sa maman, puis qu'il voulait, son rêve, c'était de goûter à du lait maternel. Ouais, moi, j'ai envie de dire, faut consulter. Là, exact. Parce que Anne-Sophie Poiré, elle a décidé de mettre une fausse annonce. C'est du lait maternel d'une de ses amies, mais c'est elle qui se fait passer pour la donneuse de lait, la femme ayant tout juste accouché. Et là, surprise, il y a juste une femme qui essaie d'acheter du lait maternel. C'est illégal, soit dit en passant, de faire tout ça. C'est bon de le mentionner quand même. Mais c'est juste... Tout le reste, c'est des hommes qui lui écrivent. Oui, il y en a que c'est pour l'exercice physique, mais il y a cet homme, justement, dégueulasse qui dit « Je te donne 200$ pour venir têter ton sein pendant 15 minutes parce que je n'ai jamais goûté à du lait maternel. » Monsieur... Je suis épuisé des fois. Moi aussi. J'étais dans un tel état. C'est quoi ça? Tu sais que c'est un mème sur Internet. C'est un mème, là, tu parlais de thérapie. C'est un mème sur Internet, ça dit « Les hommes préfèrent faire... X affaires que d'aller en thérapie, par exemple. C'est tout le temps comme des comportements un peu gnochons que des gars vont préférer faire. Là, les gars préfèrent acheter du lait maternel sur Internet que d'aller en thérapie. Les boys, faites quelque chose. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Tu sais qu'il y a eu la mode il y a très longtemps, là, je sais pas si ça court encore, mais la mode, c'était de manger ton placenta quand tu avais accouché. Tu sais, t'enquêtes dans... Ouais. Alors, c'était ça. Je sais pas si c'est encore... une omelette avec, puis... une bonne omelette, hein? Ouais. Là, tu arroses ça, tu as un petit verre de jus maternel en même temps. Mettons, t'es circoncis à naissance, tu le gardes-tu pour te faire un petit bacon, écoute, quelque chose? Là, tu vois, on a trop d'images. Oui. C'est le moment qu'il faut qu'on arrête, hein? Oui, c'est ça. On passe ça à d'autres choses. Tout savoir en 24 minutes. Rapidement, Isabelle, ce soir, ça pourrait être, tout comme le reste de l'été, une très belle soirée pour observer, attention, des aurores boréales. Oui. Mais jusqu'ici, dans le sud du Québec, jusqu'à Montréal, si vous avez un peu de chance. Ouais, c'est sûr, la pollution lumineuse rend ça
plus difficile. Puis il y en a beaucoup. Mais si vous sortez un tout petit peu de la ville, que vous êtes moins énervant dans un endroit qui peut être un peu moins éclairé, mais vous pourriez voir des aurores boréales. Là, vous allez me dire, d'habitude, c'est juste dans le nord du Québec. Oui, d'habitude, mais il se trouve que ce soir, jusqu'à demain, on va expérimenter une tempête solaire particulièrement majeure sur le Québec. Donc, c'est l'activité solaire, hein, c'est des déjections de soleil. À certains moments, là, c'est un cycle. On a de ces éruptions de la masse coronale de l'intérieur du Soleil qui est projeté vers notre planète, heureusement. On a notre champ électromagnétique qui protège la Terre et en frappant les hautes atmosphères de la planète, ces particules de gaz-là vont arriver jusqu'ici et c'est ce qui crée les aurores boréales, règle générale. Mais quand on a comme ça une tempête solaire, ça vient frapper plus à des endroits où, règle générale, il n'y a pas de ces particules qui viennent frapper, ce qui fait en sorte qu'on pourrait voir beaucoup plus au sud, cette fois-ci, des aurores boréales. Mais attention, ça vient également avec certains désagréments. Il y a des possibilités, entre autres, que ça vienne dérégler le GPS, l'Internet et même des pannes de courant au Québec pour comme pas de raison. En fait, c'est la tempête solaire. Wow, c'est magnifique, les aurores boréales. T'en as déjà vu? Ah ouais. J'ai jamais eu cette chance. J'ai fait un peu de plongée, même pas mal de plongée au Québec. Et je me souviens d'une soirée, une plongée de nuit magnifique dans le bas du fleuve. Tu fais ça dans l'eau, puis c'est du plancton là, qui s'allume. On sortait, on était tout en wet et tout. Puis quand on est sorti, le ciel était violet et vert fluo. Wow. C'était, là, je te jure, là, c'est dans mon film de fin de vie. C'était magnifique. Je comprends. Je t'entends. Juste comme... On a été estomaqués de voir l'éclipse solaire. C'est du même registre. C'est le genre d'événement là, que tu vois une fois dans ta vie. Là. C'est magnifique. Donc, en espérant, si vous êtes chanceux, si vous avez un endroit là, assez propice, puis évidemment, plus vous êtes au nord, quand même, plus vous avez de chance. Mais tu sais, mettons les Laurentides, là, un peu loin, éloigné de la pollution lumineuse, vous pourriez voir ça. Disons que tout l'été, on va être dans ce cycle-là. Donc, il y a des chances de voir des aurores boréales. Économie. Isabelle, es-tu une fan de la sriracha? La sauce? Oui, la sauce. Certainement. Moi aussi. J'adore ça. J'en mets trop, d'ailleurs. J'en mets trop partout. Je suis un fan fini, inconditionnel. Je pense qu'il y en a beaucoup de ça au Québec et ailleurs dans le monde là, qui peuvent plus se passer de leur belle sauce rouge avec le capuchon vert. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir, dans ce cas-ci, qu'il y a des pénuries assez régulières de la fameuse sauce sriracha. Oui, c'est arrivé les dernières années, Isabelle. Oui. Ça m'étonne que quelqu'un qui suive autant l'épicerie comme toi n'ait pas remarqué ça parce que vraiment des dernières années, puis surtout là, après la pandémie, il y a des grosses périodes où il n'y avait plus de cette fameuse sauce. Moi, je l'ai 2-3 tout le temps d'avance. C'est ça, tu t'es prise d'avance, la commande Costco est bouquée. Prends ton loc parce que si tu fais trop d'abus, ça t'en prend aussi. Parce que voilà, exactement. Mais c'est une pénurie de piment, de jalapeno rouge d'hiver qui est à l'origine de tout ça parce que dans le nord du Mexique, on a des sécheresses qui viennent frapper puis qui empêchent la production ou qui diminuent de beaucoup ces productions-là, un point tel où la compagnie qui fait l'original, la sauce sriracha originale, Hoi Fong Foods, qui est basée en Californie, sont obligés d'annuler des énormes commandes parce qu'ils n'ont pas assez de piment pour être capables de produire leur sauce. Mais heureusement, on a une compagnie québécoise qui en fait ici au Québec. C'est la première fois que j'entendais parler de ça. Fire Barns, qui font toutes sortes de sauces piquantes au Québec, viennent d'investir 1 million de dollars pour agrandir leur usine. Et là, vont faire quelque chose comme 20 000 bouteilles par jour de la sauce Fire Barns. Et c'est donc pour dire que ceux qui sont inquiets, comme toi et moi, d'une éventuelle pénurie puis de pas avoir leur sauce, il y a une sauce québécoise juste ici, qui d'ailleurs maintenant produisent au-dessus de 40% de leurs ressources là, de piment rouge au Québec. C'est en Montérégie qu'ils font ça. Donc, les piments poussent ici en serre, j'imagine? Ils commencent en serre, puis ensuite, ils les déplacent, puis ils font pousser dans un champ. Donc, ils les transplantent jusque-là. Donc, c'est intéressant de savoir qu'on fait pousser nos propres piments ici, puis que c'est pas juste au Mexique qu'on peut avoir des jalapenos rouges. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça, c'est beaucoup plus écologique. Oui, puis la pénurie est sauvée. Local, oui. Puis tu te souviens, tu parlais de pénurie pendant la pandémie. Moutarde, les graines de moutarde, on s'est rendu compte que ça venait d'Ukraine. Il y a beaucoup c'est un des premiers pays producteurs de moutarde. Un deuxième ou troisième, le Canada aussi. Les provinces Manitoba, Alberta, je pense. Mais ici, il y a un gars, je ne sais pas si tu t'en souviens, qui avait acheté des stocks de graines de moutarde puis qui faisait la moutarde ici. Oui, c'est vrai. Puis il y avait une moutarde ici. Je ne me souviens plus son nom, mais bref, il faut être débrouillard.
Oui, puis faire pousser des trucs au Québec, exact. S'il y a bien un bon côté avec les changements climatiques, c'est que oui, puis la culture en puis... serre, moi je comprends pas qu'on n'encourage pas plus ça. Ça commence, là. Ça commence, heureusement. Le monde. Le monde. En terminant, Isabelle, aujourd'hui, à l'Assemblée générale de l'ONU, toute une résolution qui est passée avec une majorité écrasante pour juger que les Palestiniens mériteraient d'être membres à part entière de l'Organisation des Nations Unies. Ça va leur donner, là, c'est une décision qui est somme toute assez symbolique, mais qui va leur donner quand même quelques droits supplémentaires. Là. Vont pouvoir, par exemple, là, amener des motions sans devoir passer par un chaperon, si on veut, un autre État qui, lui, est membre. Mais, de manière globale, ça risque pas de passer complètement. Parce que les États-Unis sont sur le Conseil de sécurité de l'ONU et le Conseil de sécurité, un seul des 5 membres, peut mettre son veto puis tout tombe à l'eau. Là. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne, si je le simplifie. Et malheureusement, les États-Unis, eux, tant qu'il n'y a pas un accord bilatéral là, entre Israël et la Palestine, refusent que la Palestine devienne un État membre à part entière, mais quand même. Donc, ça, c'est un petit progrès. C'est surtout symbolique, mais un moment où Rafah là, se prépare à être victime de l'assaut des forces armées israéliennes qui ont promis, malgré un manque de soutien là, des autres États membres, ont décidé qu'ils allaient mener quand même l'assaut sur Rafah. Alors, ça a été, quand je dis c'est écrasant, c'est 140 voix pour, 9 seulement contre, 25 abstentions. Dans les abstentions, attention, le Canada en faisait partie. C'est donc abstenu sur ce vote-là. Oui, c'est abstenu sur ce vote-là. Donc, les Israéliens qui étaient sur place, eux, absolument furieux de cette décision-là, disent que c'est comme venir cautionner là, les assauts du 7 octobre, etc., etc. Bref, les tensions au Moyen-Orient, c'est loin d'être réglé, Isabelle, malheureusement. Ben là, est-ce que c'est tout savoir en 24 minutes, mission accomplie? C'est mission accomplie. Alex, bonne bravo. fin de semaine. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Gosselin Maréchal, bonjour Francis. C'est pareil, Isabelle. Dis-moi, tu vas me parler de la forte baisse du bénéfice d'Hydro-Québec au premier trimestre, mais rien qui devrait nous inquiéter? Ben non, là, évidemment, je pense que tous ceux et celles qui n'étaient pas sous une roche là, l'hiver dernier ont bien constaté que ça n'avait pas été un hiver particulièrement dur, là, en termes de froid notamment. Puis bon, qui dit grand froid, dit grande consommation énergétique, grand moment de pointe, donc forcément des meilleurs revenus pour Hydro-Québec. Puis la contrepartie de ça, que ça, on a peut-être moins ce ressenti-là là, dans nos maisons, dans nos chaumières, c'est qu'évidemment, des années comme celles qu'on a vécues, d'hiver, où il n'y a pratiquement pas de précipitation, en tout cas, on a eu, je pense, 3 tempêtes, là, peut-être une petite 4e tardive. Écoute, il n'y avait pas de neige au mois de mars à un moment donné. Ben, ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, il y a peu d'hydrologie, il y a peu d'eau dans les bassins d'Hydro-Québec. Oui, donc, forcément, Hydro est obligé de moduler parce qu'ils ne veulent pas arriver là, à zéro. Et donc, forcément, ils ont dû réduire leurs exportations vers les États-Unis, qui sont évidemment très profitables. On vend ça généralement au-dessus de 10 cents le kilowattheure. Et en plus, c'est comme plein de facteurs, comme il faisait aussi doux dans le nord-est américain, ben le prix, parce qu'aux États-Unis, le prix est beaucoup plus dynamique là, que chez nous, le prix était beaucoup moindre, là, d'environ 25% de ce qu'il était dans les années passées. Et donc, pour le peu qu'on a pu exporter de ce côté-là, on gagnait pour chaque kilowattheure moins de dollars. Donc, somme toute, un premier trimestre là, pour Hydro-Québec, un peu décevant, on pourrait dire, ça reste un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars. Là, fait qu'on est quand même chanceux d'avoir Hydro. Mais par rapport à l'année dernière, on parle de 650 quelques millions de moins. Il y a peut-être des possibilités qu'on se refasse. Puis encore une fois, il faut regarder Hydro sur une période de long terme. Là, on a eu une année plus difficile, mais c'est vraiment, il le disait aujourd'hui en conférence de presse, c'était la pire année depuis 10 ans là, pour toutes ces raisons que je viens d'expliquer. Et donc, il n'y a pas de raison de croire que ça va nécessairement se survenir de la même façon dans les prochaines années. Puis évidemment... Oui, puis il y a toutes ces voitures électriques qui vont arriver en grand nombre. Et qui vont finir par pomper l'électricité. Fait que tu vois, je pense pas qu'on doive s'inquiéter beaucoup pour Hydro quand même. C'est intéressant
intéressant. Je me permets une petite parenthèse, Isabelle, à ce sujet-là, mais je lisais dans le New York Times, mais que pour la première fois cette année, là, parce que même si les véhicules électriques, ça reste à la limite un peu marginal, on parle de entre 10 et 15% des ventes de véhicules neufs. Et évidemment, tu sais, même si c'est 15% des véhicules neufs, t'as les véhicules d'il y a 10 ans puis il y a 15 ans qui, eux, sont tous à essence, qui continuent de rouler. Mais pour la première fois, on voit que les véhicules électriques ont un impact sur la demande agrégée de pétrole aux États-Unis. Là. C'est-à-dire que ça commence à avoir un petit impact. Il y a moins de demandes. Fait que c'est plus une affaire là, après la virgule. On voit vraiment qu'il y a un peu moins de demandes en millions de barils par jour. Et donc, éventuellement, ça pourrait avoir tout ça un impact sur le prix du pétrole. Pour ceux qui sont encore sur des véhicules à essence, ça pourrait même faire baisser le prix éventuellement, puisque le prix est déterminé un peu là, par la rencontre de l'offre et de la demande. Donc, ça va être à naviguer dans les prochaines années à mesure qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques sur les routes. Comment est-ce que le prix du pétrole va se comporter en contrepartie? Parlons d'Apple et de sa nouvelle publicité pour nous vendre des iPads. Écoute, je suis contente que tu en parles parce que je l'ai vue, cette pub, puis on va la montrer là, à nos téléspectateurs et nos auditeurs. Allons-y. On va la décrire. Regardez bien ça vaut la peine, puis je veux entendre ce que tu en as pensé, Francis. Là, il n'y a pas de son là-dessus, mais il y a du son. Parfait. Alors, ce qu'on voit, bien sûr, c'est toutes sortes d'objets artistiques, des œuvres, de la peinture, un piano, de la musique, un métronome, des instruments, toutes sortes de choses, des livres, tout ça là, tout du matériel d'artiste, tout ça est écrasé là dans une espèce de machine qui explose. Et quand ça se relève, on voit le fabuleux iPad. Et puis là, on nous dit, c'est ça, tout est là-dedans. Mais ça n'a pas été bien apprécié. Et puis, je comprends pourquoi. Je veux dire, dans un brainstorm, je peux pas croire que quelqu'un a pas vu que c'était comme une insulte à tous les arts de la culture, puis à tous ces artistes aussi. Non, tu trouves pas, Francis? Là, je viens de te donner ma vision de la chose. Quelle est la tienne? On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout. Moi, je vais dire quelque chose. Déjà, il faut savoir que la publicité, tu sais, Apple fait affaire avec pas mal de gens. C'est une immense compagnie qui vaut 2,3 trillions de dollars en bourse. Donc, on va se le dire, ils ont les moyens. Et donc, ils ont décidé cette fois-ci de faire la publicité à l'interne. Donc, ce n'est pas une agence externe, c'est vraiment l'équipe. Tu sais, ils ont une équipe probablement de milliers de personnes qui font du marketing et de la communication. Là. Donc, ils n'ont pas fait ça avec de la... Puis, on voit la qualité visuelle, on va dire, est irréprochable. C'est beau, ça, c'est une belle pub. Là. Ça, c'est pas un enjeu. Et puis, effectivement, pour moi, la métaphore, tu sais, c'est qu'en fait, on compresse toutes ces choses-là dans un tout petit objet. Puis je sais pas, tu as sûrement déjà vu sur les médias sociaux, Isabelle, tu sais, on montre ce qu'on avait dans les années 80, puis aujourd'hui, on a l'iPhone, puis tu sais, c'est essentiellement, tu sais, avant, on avait un Walkman, puis un Discman, puis on avait des enceintes, puis tout ça, puis là, à cette heure, on a un petit appareil. Donc, c'était un peu, je pense, cette idée-là qu'ils voulaient représenter. Mais effectivement, il y a le côté un peu, on brise les choses, on les écrase, on les anéantit. C'est comme... Et c'est particulier parce qu'en plus, la pub, elle a été diffusée là, hier là, sur le compte Twitter du patron de Apple, Tim Cook. Et donc, la pub, elle n'a même pas commencé à jouer à la télé, dans les médias traditionnels. Et déjà, Apple, face à cette espèce de vent là, de rage sur les médias sociaux, a annulé ou a fait enlever le tweet, dit qu'il ne diffuserait pas partout. Et donc, entre nous, Isabelle, ça a dû coûter cher, cette pub-là, quand même. Ça a dû coûter... ils l'ont fait à l'interne, fait que je sais pas, mais oui, là, on parle de millions de dollars, là, évidemment. Ouais. Mais tout ça pour dire que, je suis d'accord avec toi, il y a un côté un peu, les arts traditionnels et tout, mais en même temps, c'est un autre exemple, je trouve, d'une espèce de réaction complètement démesurée de l'Internet. Puis c'est intéressant, je me suis récemment joint à Reddit. Je sais pas si tu es une utilisatrice. Ben oui, je l'ai, l'application sur mon téléphone, c'est bien. Je trouve toujours, et encore même maintenant que je l'utilise un peu davantage, que c'est très geek comme univers, mais je suis devenu, l'espace d'une journée, une mini-célébrité sur Reddit il y a quelques temps. Suite à une chronique, à une chronique que j'ai faite, je pense à Salut Bonjour, et tu vois bien ma crête. Quelqu'un a pris ma photo et a repeint mes cheveux en vert et a dit Bibi Z99 est de retour, et donc il y a eu comme tout un... Enfin bref. Arrête! Et donc, non, mais c'est très drôle. Tout ça pour dire, suivant Reddit sur l'affaire,
c'est très intéressant parce que tu as comment dire, les détracteurs de cette publicité-là là, qui déchirent leur chemise puis qui disent « je n'ai jamais plus Apple », mais tu as aussi tout un autre côté un peu plus pragmatique, réaliste, un peu cynique qui dit « voyons les gens, là, calmez-vous le pompon, c'est une publicité, ça dure 40 secondes ». Puis tu sais, je pense pas qu'Apple est là à essayer d'assassiner là, des artistes peintres et des photographes, c'est plus c'était la métaphore de la miniaturisation, donc évidemment. Mais en même temps, Francis, on sait que les arts visuels, les arts en général, la culture, disons qu'il y a beaucoup d'artistes qui rampent dans le jello, donc c'est bien qu'une entreprise comme Apple soit plus inclusive et peut-être moins. Tu sais, c'est quand même assez... c'est compressé, puis ça explose à la fin, tu sais, dans la métaphore, sur c'est toute la ligne. Et j'aimerais juste dire quand même, personnellement, je côtoie énormément d'artistes québécois, notamment, puis tu sais, entre nous, la plupart des artistes aujourd'hui qui sont des artistes peintres traditionnels ou des travaillent avec un iPad. Elle travaille aussi avec les outils technologiques, que ce soit un iPad ou autre. Ouais. Et donc, ultimement, tu sais, je pense qu'il faut pas non plus se leurrer qu'il y a pas cette opposition diamétrale entre gratter une guitare avec un métronome et utiliser un iPad. Aujourd'hui, la plupart des artistes utilisent et l'instrument plus traditionnel et l'instrument plus technologique. Donc, c'est une fausse opposition. Mais bref, tout ça pour ça, je voulais t'en parler parce que c'est quand même une des compagnies qui a la plus grande valorisation au monde et voilà, ils se trompent aussi à l'occasion. Oui, puis tu fais bien aussi parce que dans le contexte géopolitique actuel, même la métaphore poussée un peu, tu sais, explosion, écraser l'autre, on n'a comme pas besoin de plus de modèles. Il y en a déjà assez comme ça, je trouvais. Mais je trouve ça intéressant d'être au courant, de mettre notre public au courant de tout ça. Est-ce qu'on a encore une petite minute rapidement? Je voudrais t'entendre sur l'emploi en avril parce que... oui, il y a quand même une forte progression de l'emploi et des salaires au Canada, entre autres le mois dernier. En même temps, on voit que le taux de chômage, Francis, parle-nous-en un petit peu, parce que le taux de chômage, il est comme resté... il y a une petite augmentation, c'est ça, il me semble, hein? Oui, tout à fait. Donc, essentiellement, en 1 minute, 90 000 nouveaux emplois créés en avril, Isabelle, c'est énorme. La plupart des économistes tablaient sur une augmentation de 10 à 20 000 emplois. Donc là, on est vraiment là, dans la stratosphère. Et comme tu l'as mentionné, ça bizarrement, ça n'a pas mené à une baisse du chômage, mais plutôt une augmentation du chômage. Pourquoi? Parce qu'il y a davantage de gens qui se sont joints au marché du travail, que ce soit des immigrants, que ce soit des retraités qui ont décidé de sortir de leur retraite, parce que la vie est chère, parce qu'ils veulent peut-être ajouter un petit revenu, etc. Et donc, essentiellement, le taux de chômage est resté inchangé. Ce que je veux dire très rapidement là-dessus, Isabelle, c'est que c'est bien là qu'il y ait des nouveaux emplois, mais c'est beaucoup d'emplois à temps partiel. Donc, c'est ce que dit Statistique Canada. Et c'est pas une bonne nouvelle, entre guillemets, parce que à chaque fois qu'on entend des nouvelles comme celle-là où l'économie s'enthousiasme, s'emballe, ben, ça reporte dans le temps une éventuelle baisse du taux directeur. Monsieur Maclem suit très attentivement le marché du travail, l'augmentation des salaires, etc. Et évidemment, chaque bonne nouvelle est à quelque part une mauvaise nouvelle, ce qui est un drôle de paradoxe qu'on vit actuellement là au Canada. Mais merci beaucoup, Francis. Merci bien. Passe une belle fin de semaine, puis on se reparle lundi. C'était une belle semaine avec toi, Isabelle. J'ai bien apprécié, donc en espérant qu'on refasse ça bientôt. Tout à fait. L'actualité décortiquée. Commentée. Savoir et comprendre. Cube. Je voulais qu'on parle un peu de rénovation parce que de plus en plus, je sais que vous êtes nombreux à vouloir essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même de vos mains pour économiser parce qu'on nous dit prenez soin de votre maison, prenez soin de votre logement, il y a des rénovations que vous pouvez faire vous-même et c'est vrai qu'on n'est pas si... on peut se servir de nos mains et de notre tête. Il y a des professionnels qu'il faut engager pour certaines choses, mais il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, les filles de la construction qui sont très, très actives et qui nous permettent de nous améliorer. Et vous avez sans doute vu ma prochaine invitée, Stéphanie Lévesque, qui est entrepreneur en construction. Bonjour Stéphanie. Bonjour Isabelle. Je suis ravie de te revoir. Ben, ça me fait vraiment plaisir pour vous. On a déjà fait des visites de logement ensemble pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait sur le marché. Il était magané, il était poqué. Et c'était quelque chose en vue d'une série qu'on se promettait de faire. Bon. Il était quand même intéressant, mais non, c'était tout. Il faut faire attention, surtout quand il y a des problèmes de fondation. Là, les gens veulent rénover, Steph. Les gens veulent s'y mettre parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des économies à la clé. Mais toi, tu as été formé, tu es ébéniste, tu es entrepreneur en construction. Fait que tu vas nous dire quelles sont les rénovations payantes qu'on peut faire soi-même et celles qu'on doit laisser à des professionnels. Commençons par ce qui est le plus facile à faire, tu dirais, à part la peinture.
qui est magnifique. Mais puis moi, je déteste la peinture. T'aimes pas ça? Ah non, j'aime ça. Je m'en mets dans les cheveux, dans le nez, dans partout. Ah, moi, écoute, la peinture, je trouve que c'est la meilleure façon de changer ton décor vite. Oui, ça, je te l'accorde. D'avoir l'air, tu sais, de... tu donnes un petit coup de fouet. Moi, je viens de tout peindre mes cadres de porte noires. T'es mon idole. Ça m'a pris la semaine passée, j'ai embarqué mon chum là-dedans. Écoute, oui, c'est ça. Ouais. C'était toi qui avais le casse-blanc. Oui, c'est ça. Là, puis là. J'adore. Non, j'ai quand même peint aussi. Bon, non, mais la peinture, oui, ouais. c'est sûr et certain. En fait, tout ce qui va donner, tout ce qui va changer le look intérieur, ça, c'est sûr et certain. Puis là, tu disais, qu'est-ce qui va être payant? Oui. À partir du moment où tu mets les mains dans tes rénaux, c'est payant pour toi. Donc, tu sais, il faut pas se questionner à savoir, est-ce que je vais rembourser mes frais parce que j'ai fait des rénovations dans ma cuisine ou, tu sais, parce qu'une rénovation de cuisine, si on le fait au complet, ça prend des collaborateurs, ça prend des électriciens, ça prend des plombiers, puis il y a des choses avec lesquelles vous allez vous retrouver un peu coincé, puis vous allez devoir aller chercher de l'aide. Mais une réno d'une cuisine, une métamorphose, je dirais plutôt dire, ça serait facile. Sauf que c'est sûr que si tu observes ta cuisine puis qu'il y a des choses qui te tapent ses nerfs, ben c'est pas un coup de pinceau qui va changer quelque chose. C'est sûr. Mais tout ce qui va être de la finition intérieure, les murs accents, c'est comme la grosse mode, les murs accents. Puis c'est vrai, c'est le fun. On peut mettre des moulures, c'est économique. Ça apporte un relief au mur. C'est quelque chose que vous pouvez faire facilement. Tout ce qui est lambris, papier peint, tu sais, tout ça. Tu sais, je dis que j'aime pas la peinture, mais j'avoue que ça donne un effet wow. Donc, tout ça, c'est faisable. J'ai même envie de vous dire le carrelage. Tu sais, mais faut faire attention parce que ça pardonne pas si vous faites le dosseret, par exemple. Mm-hmm. Si vous partez sur une mauvaise pente. Mais poser de la céramique, c'est pas rien, là. Il faut quand même apprendre la technique. Oui, mais, tu sais, c'est sûr qu'au sol, ça prend une bonne préparation. Faut faire attention. Mais on va pas toucher l'intégrité de la maison. T'sais, donc, c'est pour ça que la seule affaire qu'on peut toucher, c'est votre intégrité à vous. Oui. Ton humilité, ton temps. Puis ton ego, c'est comme, finalement. Oui, c'est donc tout croche, tout ça. C'est sûr que c'est 180 heures de devenir carreleur, donc c'est sûr. Ouais. Ça reste un métier. Mais ça peut être quand même quelque chose de possible à réaliser. À partir du moment où on a compris les coupes, qu'on a compris le côté esthétique de l'installation, c'est quelque chose qui se fait. L'installation de revêtement de sol aussi, tout dépendamment lequel. Puis s'il n'y a pas trop de défis, mais ça se fait aussi. Mais de base, il faut aimer ça. Puis il faut pas penser que c'est facile, puis regarder les autres. Tu sais, les shows de télé, là, il y en a partout, là. Ben ouais. Il y a du montage dans nos shows de télé, tu sais. Donc, l'idée, c'est de comprendre que c'est pas vrai que tout est simple, parce que, tu sais, ça fait 54 comptoirs que j'installe, puis je tombe sur le 55e, puis il y a une bosse dans le mur, puis il faut que je gruge dedans, puis il faut, tu sais. Fait que c'est pas vrai que tout a l'air simple, mais c'est pas vrai que tout est si compliqué. C'est intimidant, des fois. Tu sais, comme réparer une toilette ou en fait la changer, OK? Ouais. On ferme le speedway, le tuyau d'alimentation d'eau. C'est la première affaire qu'on fait. Ouais. On la flush pour enlever l'eau. On dévisse les 2 vis au sol, qui la tient au sol. Mais quand on la lève, si c'est pourri, c'est là que le monde y pogne leurs 2 minutes. Là. Là, c'est comme, OK, changer la toilette, c'était pas si pire. Je fermais l'eau, j'enlevais 2 vis. Mais si c'est pourri, il faut comprendre que il faut couper, il faut enlever le sous-plancher, il faut réparer ça. Mais c'est toutes des choses qui se font. Ça dépend de ton degré d'anxiété. Ça dépend aussi de ton degré d'habileté. Ouais. Puis comment tu vas rebondir sur quelque chose que tu sais pas. On n'a pas des yeux bioniques. Mm-hmm. Je peux pas voir en dessous du plancher. Je peux pas voir derrière les murs. Fait que si tu dis, bon, il y a forte chance que, avant de démarrer mon projet, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Il peut m'arriver que le plancher va être pourri. Je suis capable de le changer. J'ai-tu les outils? J'ai-tu la capacité? Les outils. Ouais. Ça, les faut outils. Faut s'équiper, là. ça. Ouais. Puis il y a bien des gens, d'ailleurs, je disais, des entrepreneurs en construction qui disaient, ouais, ça me fait rire, moi, le monde, là, parce que de plus en plus, les gens essayent de le faire eux-mêmes. Mais tu sais, là, quand tu t'équipes, là, ça te prend telle affaire, la scie, le marteau, de base, là, tu montes vite, là. Ah, ça va vite. Ça va vite, là. Surtout, certaines marques sont plus chères que d'autres. Puis si tu veux t'équiper en professionnel, là, ça te prend la ceinture, là, tu sais, quand même, là. Et là, tu te rends compte, ça peut vite monter une couple de 1000 facilement. Ah, facile. Puis après facilement. Ça, comment utiliser ces outils-là? Sécuritairement. Sécuritairement.
sais, je veux pas aller là, mais moi, j'avais déjà fait une chronique à un moment donné, puis on était en compagnie d'un docteur qui était aux urgences, et c'est le mois, là, on est au mois de mai, avril, mai, juin, c'est le mois des doigts. Le monde qui se tape sur les... Ils se tapent ou ils se coupent. Oh mon Dieu, Ils font des rénaux, puis finalement, ils se blessent. Ouais. Mais bon, la bonne nouvelle, c'était que ça se recoue tout ça, mais tu sais, quand même, ça m'avait fait rire, je me disais... Faut faire attention. Ouais. Tu sais, des outils, ça va pas dans le cabanon, ça déteste l'humidité. Les gens savent pas comment changer leur lame. Une lame qui est pas affûtée, c'est dangereux, ça glisse. Fait que tu sais, c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Mais il y a pas des scies maintenant qui arrêtent quand Ah ouais, mais là, attends, t'es rendu dans une shop, t'es à l'école ou t'es dans un milieu contrôlé. Okay. Tu sais, c'est pas si simple que ça. J'ai vu que t'as apporté tes livres parce qu'entre autres, t'as écrit Réno autonome. Oui. Et c'est un peu, c'est ça que tu nous dis, c'est d'être un peu plus autonome dans nos rénovations parce qu'il y a des choses qu'on peut vraiment faire nous-mêmes. T'as nommé des choses dans la cuisine, mais il y a des gens qui vont dire, OK, t'as nommé la toilette, mais tu sais, changer sa douche, poser son lavabo, changer son bain. Changer sa douche, c'est non, ça. Ça, non? On fait pas ça. On appelle un plombier. Ben, tu sais, non, faut que tu saches où tu t'en vas. En fait, tout ce qui touche la plomberie, à partir du moment où, en plus, si tu as envie de changer les éléments de place, là, c'est sûr que tu as besoin d'un plombier. Non, c'est sûr. Puis même à ça, tu sais, c'est drôle parce que dans Réno autonome, c'est là, je parle de quelques trucs de plomberie, mais la plomberie, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention parce que là, je vais prendre un anglicisme, je m'excuse, mais la goutte à goutte, là, le fameux petit slow leak, si tu le vois pas, des fois, une goutte aux 4 heures, mais pendant 2 ans, ça fait tout un ravage. Ouais. Fait qu'il faut être assez solide dans notre changement de robinetterie pour valider correctement que tout ça est bien fait, mais ça se peut aussi. Tu sais, puis ça fait combien de temps, Isabelle? Ça fait, j'ai 12 ans en tête, 10-12 ans que mon objectif, c'est justement de renseigner un peu mieux monsieur, madame, tout le monde, le grand public. Parce que même si tu deviens pas madame Bricole là, ou monsieur Bricole, au moins si tu es mieux renseigné, je pense que ça va amener un lien de confiance avec ton entrepreneur qui va être beaucoup plus serré. Tout à fait. Parce que sinon, c'est pas évident. Puis il y a tu beaucoup comprends de choses. Ce qu'il fait, puis tu es capable d'avoir une communication, puis de discuter avec lui. Là. Puis d'éviter peut-être de se faire avoir, parce qu'il y a des très bons entrepreneurs en construction, mais il y a aussi des jobineux patentés. Là. Des garoleux, des jobineux, puis toute la gang. Ouais, exactement. Tu sais, du monde qui ne te font pas de facture. Là. Ah ouais, c'est ça. On n'aime pas ça. Non. Puis tu sais, tu parlais des filles de la construction. Oui, parce qu'on te voit beaucoup avec les filles de la construction. Oui, mais ça, c'est pas moi qui a démarré ça. C'est vraiment Marie-France Côté-Nollet. Oui. Elle m'a appelée en pleine pandémie. En fait, elle se cherchait du gyps comme tout le monde. Ouais. J'ai dit, je peux rien faire pour toi, ma belle, tu sais. Mais j'ai aimé son approche parce que Marie-France, en fait, qui est loin d'être une fille de la construction, puis ça, j'étais fru. J'ai dit, comment tu peux t'appeler les filles de la construction puis pas être capable de tenir une perceuse, toi, arrête donc! 0 pin bar. Parce que moi, je regarde, là, c'est... Elle est bonne à cette heure. Ouais. Mais elle a passé par moi. Ah, mais au début, non. Ah non, non, c'était quelque chose. Petit poignet cassé. Puis une vraie fille, là. C'est une vraie fille. J'aime bien mon côté fille, là. Tu sais, j'essaie de le nourrir autant que possible. Non, mais attends, tu dis une vraie fille. Il y a des filles qui sont bonnes, là. Regarde, à toi, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle venait les ongles peints, puis tu sais, elle aimait pas ça, l'odeur, le bruit, là. Tu sais, il y a rien qui fitait autour de la construction. Mais à un moment donné, à force d'avoir des techniques de travail, elle s'est mise à aimer ça. C'est ça, la patente. Ouais. Quand tu occupes tes 2 mains à faire quelque chose, tu oublies un peu tes petits problèmes, puis tu peux personnaliser ton intérieur. Puis maintenant, sa maison, wow! Ouais, tu sais? C'est ça. Puis c'est un peu ça que les filles de la construction, c'est qu'elles poursuivaient ma mission d'éducation. Exact. Mais j'ai des filles de Rimouski. On avait des filles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi, de Gatineau. Puis moi, ils me disent, ouais, mais c'est quoi la différence entre YouTube ou un livre? Le livre, tu vas le lire chez toi, je suis pas là. La YouTube, vas-y, c'est souvent pas le cas qu'on te parle. Tandis qu'avec les filles de la construction, on est là. C'est la communauté de filles qui m'a fait complètement craquer. C'est ce qui fait que je collabore avec elles avec plaisir. Ouais. Et puis donc, vous donnez de la formation et tout. Puis c'est très tendance. Il y a les filles de la construction. Il y a aussi les affûtés qui donnent des ateliers. Moi, je me promets depuis des mois d'aller en suivre. Oui. Tu sais, ne serait-ce que pour apprendre à vraiment poser de la céramique comme il faut. Parce que, tu sais, j'enseignais pour eux avant, moi. Mais écoute, je trouve ça bien. C'est super populaire, là. C'est un succès. C'est fou. Fait qu'il y a vraiment de la place pour ça parce que les gens veulent devenir plus capables de faire les choses eux-mêmes. Au moins de l'essayer. Pas juste pour l'argent, mais des fois, c'est le professionnel, il est pas disponible, tu sais. Il y a certaines régions, là, c'est comme 2 ans plus tard, tu vas peut-être avoir le gars que tu veux pour venir réparer ton affaire ou
ou rénover ta salle de bain. Là, je vais même pousser plus loin. Des fois, ça élimine les déchets. Parce que quand tu es capable de le faire ou quand tu es capable de réparer quelque chose au lieu de tout foutre au vidange tout le temps. Oui. Fait que tu sais, c'est une petite mission. Tu sais, les affûtés, moi, j'étais là bien avant avec mes ateliers. La gang est arrivée. J'étais allée leur donner un coup de main. Puis j'adore celui qui a démarré ça. C'est un Européen qui a marié une Québécoise puis qui est rendu ici. Mais il a ouvert un peu plus large parce que, justement, il veut réparer le vélo, machin. Moi, j'ai fait 100% réno. Ouais. Je trouve que la mission était quand même assez grande. Puis, regarde, il y a de la place pour tout le monde. Et tu formes la nouvelle génération parce que Stéphanie Lévesque a aussi écrit Génération Marteau. En fait, il y a plein de livres, d'ouvrages que vous pouvez vous procurer. Et celui-là qui est une Bible. Oui. Montre-le à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Réussir, c'est réno. Oui, très pompeux comme titre, mais c'est une Bible. Puis, tu sais, il est moins cute à regarder que les autres, mais le contenu est vraiment solide. De la planification à la finition. Sincèrement, tu lis ça, tu veux faire ta réno de salle de bain aux cuisines, tu vas jamais regretter parce que sinon, c'est contre-productif d'oublier quelque chose. Stéphanie Lévesque, merci beaucoup d'être venue nous voir. Ça m'a fait grand plaisir de te recevoir. À très bientôt. Ciao. Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Il y a de l'action dans le studio. Il n'y en a pas de problème. Voilà. Et j'accueille à l'instant Anouk Trottier. Anouk est restauratrice et c'est une restauratrice qui fait beaucoup parler d'elle. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, Anouk. Bonjour, merci, ça fait plaisir. Anouk vient de lancer un restaurant il y a 3 semaines. Pourquoi je vous en parle? C'est que vous savez, au moment où on dit que depuis des années, depuis la pandémie, je pense que c'est pas un secret de personne, on sait que les restaurateurs ont eu la vie dure. C'est très difficile. Ils ont été très affectés par la pandémie. Puis il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on apprenne qu'il y a un restaurant qui ferme. Il y a des enjeux de main-d'œuvre, mais il y a aussi des enjeux financiers. Et là, quand il y a un success story comme le nouveau restaurant Paparman, comme les Paparman roses, et si vous y allez, vous allez être subjugué par un décor où le rose domine. Tout à fait. Il faut en parler, surtout que, Anouk, sincèrement, ça fait 3 semaines, vous êtes tout plein, tout réservé. Il y a la fête des mères en fin de semaine. Mais je veux que vous commenciez par nous raconter votre histoire parce que vous aviez ce rêve d'avoir votre propre restaurant avant vos 40 ans. Tout à fait. J'ai étudié à l'UTHQ. Donc, passion, restauration. Depuis j'ai 15 ans, je baigne dans la restauration. Je suis maman monoparentale. Je suis une businesswoman. Donc, j'ai beaucoup de projets. Puis, depuis que je suis tout petite, je dis, moi, pour mes 40 ans, c'était mon projet à long terme. Je vais avoir mon restaurant. Et puis, j'étais une fanatique de Régine Café. Il y a très longtemps, on allait... Qui est dans Rosemont, dans c'est ça? Rosemont, Beaubien-Papineau. Mon but, c'était de les copier. Et puis, un jour, j'ai postulé pour travailler. Puis, j'ai eu la direction chez Janine Café, qui est sur Wellington. Oui. Tout à fait, qui est nos 2 bébés. Donc, voilà, ça faisait 3 ans que je travaillais. Puis, j'ai dit, en entrevue, moi, mon but, c'était d'être comme vous puis de faire la même chose. Vous avez dit ça aux 2 propriétaires? Aux 2 propriétaires, à Charles et Pierre-Luc, en entrevue. C'était une entrevue qui avait duré 1h30. On jasait de nos vies et tout. Et puis, il y a quelques mois, ils m'ont assis, ils m'ont dit, chez Janine, est-ce que ça tente? On veut ouvrir un nouveau projet. On aimerait ça que tu embarques avec nous. Puis, ça a donné que j'ai eu 40 ans lundi, puis on a ouvert il y a 3 semaines. Pourquoi donc, salon de thé, Anouk? En fait, c'était une passion de Pierre-Luc. Donc, Pierre-Luc, c'est vraiment le grand créateur de Régine Café, Janine Café. Lui a fait le tour du monde depuis des années. Régine devait être Paparman il y a 12 ans, mais il sentait que le trend n'était pas encore là à Montréal. Là, c'est la mode, les salons de thé, là, ça c'est fou, là. explose. Ouais. Partout. Je pense que les gens, depuis la COVID, ont besoin d'une petite magie, ont besoin d'un décor, ont besoin de relâcher le stress. Puis quand on traverse chez Paparman les rideaux de velours rose, c'est vraiment, vous l'avez vu ce matin, on oublie tous nos problèmes, on les laisse à la porte, puis on vit un moment. On a du visuel de Paparman qu'on va peut-être... on l'a pas, qu'on me dit. Mais on a toujours bien la magnifique tour. Expliquez-nous ça, les étages. Donc, je vous ai apporté la tour, c'est 12 bouchées. Donc, vraiment, comme le thé à l'anglaise, on voulait être loin du petit sandwich pas de croûte. Donc, oui, on retrouve le petit clin d'œil au concombre, au saumon, au fromage, mais nous, on a tout retravaillé vraiment 5 étoiles. Donc, on a des chefs pâtissières, on a un grand chef, Greg Chandler, qui est le chef de tout
nos 3 restaurants finalement. Puis on l'a travaillé là vraiment à la perfection pour que chaque bouchée, ça soit une explosion de saveurs, puis qu'il y ait quelque chose de nouveau à travers chaque bouchée. Donc, et c'est vraiment délicieux. C'est vraiment délicieux. Là, on voit justement, pour ceux qui nous regardent à la télé de Cube Télé, on voit du visuel du restaurant. Alors, on voit... Puis, quand vous servez le thé, il faut nous expliquer là, les petits sabliers, parce que ça, c'est vraiment très professionnel. Tout à fait. Donc, on voulait vraiment une expérience. Donc, à chaque service de thé, vous avez un petit sablier, puis on les a numérotés. Donc, on a trouvé vraiment... c'est divisé en 3 sabliers à l'intérieur du même. Vous avez les tisanes, les thés verts, les thés noirs. Donc, chacun peut avoir le temps minuté de son thé et pour avoir vraiment l'expérience complète. Anouk, vous avez dit que c'était votre rêve d'avoir un restaurant, puis c'est aussi le rêve de bien des gens. Il y a quelque chose dans la restauration qui attire. Moi-même, je rêve d'en avoir un. Mais tout à fait. Faut être game pour y aller. Faut avoir beaucoup de courage par les temps qui courent, parce qu'il y a beaucoup de restaurants aussi qui ont de la difficulté. On l'a vu. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un restaurant va marcher? Comment vous expliquez le succès de Paparman comme ça? Parce que visiblement, on dirait que les clients vous attendaient. Qu'est-ce qui fait qu'un restaurant aujourd'hui va être un gage de succès, alors que à la même période, il y en a qui ferment puis qui n'arrivent pas, qui mangent leur bas? Nous, c'est sûr que Régine et Janine ont une notoriété vraiment grande sur Montréal. Donc, juste ça, d'en parler, d'envoyer les infolettres à la clientèle, déjà, on avait fait une petite promotion d'ouverture aussi. Ça nous a apporté vraiment plusieurs journées complètes, juste avec la notoriété de Régine et Janine. Évidemment, on est des passionnés. On calcule pas les heures. Moi, je trouvais ça important. Chez Paparman, moi, je suis une fille de terrain, je suis une fille de plancher. Le leadership à l'horizontale, mon équipe me suit. Comme vous l'avez vu ce matin, je suis sur le dans je suis là toujours. Donc, mon équipe... Mais beaucoup de restaurateurs pourraient dire ça. Est-ce que vous pensez que c'est dans l'offre de l'expérience? Est-ce qu'aujourd'hui, juste faire de la bonne qualité, bon prix, je pense qu'il faut dépasser ça? Il faut dépasser... la qualité de la nourriture doit être supérieure. Ouais. La qualité du service, moi, j'engage seulement des passionnés. Il faut vraiment que je les vibe avec ma personnalité. Il faut du monde pétillant. Donc, la qualité du service, puis c'est sûr... tous les petits détails. Donc, comme vous l'avez dit, le sablier, c'est un petit détail, mais on a un plateau pour les enfants interactif. On a des petits jeux pour eux, des papiers crayons. Vous avez un plateau végé aussi. On a un plateau végé, on a un plateau vegan. On s'est associé avec Béline de la pâtisserie audacieuse Vanille qui est sur la rue Wellington, la porte à côté de Janine, finalement. Donc, on a un plateau vegan, on a un plateau sans gluten qui est vraiment fait sans gluten. Évidemment, il y a des contacts parce que nous, notre cuisine n'est pas sans gluten, mais quand même, ça répond vraiment à presque tout. On s'adapte aux allergènes. Donc, il y en a pour tout le monde. Où est-ce que vous voyez Paparman là, dans les prochaines années? Oh mon Dieu. Au départ, on visait très haut. On visait peut-être la franchise Québec, Laval. On va commencer par ça. Ouais. Présentement, on a Vous êtes sur un nuage. On est sur un nuage de thé. Ouais. C'est comme un tsunami, un raz-de-marée d'amour. Les gens nous partagent des expériences. J'ai des clientes qui pleurent. J'ai des gens qui disent que on a changé leur vie presque d'avoir ça à Montréal parce qu'il y en a qui voyageaient très loin pour avoir la qualité qu'on a présentement dans le Vieux-Port, devant la basilique. Tout était ancré pour la réussite, finalement. Et dans un décor qui est assez exceptionnel. Quand on s'est rencontrés, je vous ai demandé, mais qui a fait le décor? Le décor, c'est Pierre-Luc. Donc, un des propriétaires? Un des propriétaires. C'est vraiment lui, là, Régine, Janine. Tout le décor passe par lui. Donc, lui... Puis vous me disiez, lui, il s'est mis là pendant... Lui, c'était un taudis, cet espace-là? C'était un taudis, c'était juste du ciment. Il s'est enfermé pendant 4 mois. Puis quand c'était prêt, il m'a dit, OK, on te retire de Janine, voici ton restaurant, tu peux le rouler. Donc, et c'est vraiment un décor. Il y a un éléphant rose. Exact. Il y a des éléphants, des orignaux sur les murs, une murale en soie avec des arbres comme un peu de la barbe à papa. On a fait faire un arbre avec un miroir géant puis des petits oiseaux. Même la musique est travaillée. Tout est instagrammable jusqu'aux salles de bain en bas. C'est ça. C'est que vous avez créé un décor qui peut être partagé. C'est très réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est très réseaux sociaux. Les gens, on est partout. Est-ce que vous diriez que, en partie, le succès que vous connaissez jusqu'à maintenant, ça fait 3 semaines, c'est beaucoup un succès de réseaux sociaux? Vraiment. Les premières journées, on a eu vraiment beaucoup d'Instagrammeuses. Et on le voit, avec 100 000 abonnés et tout. Puis on voyait, à l'intérieur d'une semaine, on avait 5 000 followers sur Instagram. Ça déroulait, là. Tu sais, on voit comme un genre de... À chaque jour, on regarde, puis ça monte, ça monte, ça monte. Déjà, on a dépassé presque nos 2 autres restaurants, que ça fait 12 ans qu'ils sont ouverts. Paparman est en train de créer un gros buzz
Je pense c'est quelque chose. Je dirais presque pas mondial pour l'instant, mais je pense qu'avec les touristes de cet été, les croisières, le Vieux-Port, ça va devenir mondial. Parce que déjà, Régine Janine, les gens arrivent avec leurs valises de l'aéroport. C'est comme... ouais. Tout à fait. Wow. Toujours. On a un petit coin à valise parce que les gens arrivent puis ils veulent pas manquer ça. Donc, je pense que Paparman va vraiment créer la même chose. Donc, je pense que ça va être mondial. Tu sais, on nous compare beaucoup à Londres présentement puis à New York. Et à Londres, j'en parlais justement avec mes filles. Je suis allée chez Paparman avec mes filles puis on aime beaucoup le thé. On aime ça. Oui. On trouve ça beau, c'est magnifique. Puis on goûte à toutes sortes de ça fait presque un peu comme les tapas espagnols. Tout à fait. Mais il y a quelque chose dans la tradition du English tea, du thé à 4 heures qui est magnifique. Exactement. Et vous avez une qualité qu'on retrouve rarement. Sincèrement, souvent c'est cher puis c'est moyen, notamment à Londres. Alors moi je trouve que vous battez bien des noms très connus à Londres. Avant de vous quitter, Anouk, je vous avais demandé peut-être des petits cadeaux pour la fête des mères. Oui, ben en fait, je vous ai apporté, je trouvais ça vraiment le fun. On a nos fameux certificats cadeaux. Je sais pas si on les voit. Oui, montrez-les, oui. C'est comme des cartes de tarot, finalement. Donc, on a vraiment été avec notre décor. On a des cartes $50, $100 et on a même créé une carte invitation à $70 qui inclut le service et les taxes. Donc, si la personne vient, elle n'a vraiment rien à débourser, puis ça crée une expérience. Donc, on a les petites cartes vraiment faciles. Puis j'avais apporté aussi, parce qu'on a la boutique à l'avant. Oui, boutique de thé. Nos 21 sortes de thé. Donc, on a des thés pour les enfants, on a des petits sacs, des gros sacs. Donc, si vous avez eu un coup de cœur pour votre thé, vous pouvez repartir à la maison avec tous vos sortes de thé. Produits locaux, les petites tasses, des assiettes, tout est là vraiment pour faire un beau cadeau pour votre maman. C'est un beau succès d'entreprise. Je vous souhaite longue vie. Merci, c'est très gentil. À Paparman, vraiment. Merci. Puis je pense qu'il faut en parler quand il y a des choses qui marchent comme tout ça. Il faut en parler, puis c'est encourageant. Puis quelle belle image d'entreprise. Voilà. Anouk Trottier, merci beaucoup d'avoir été là. Joyeuse fête des mères. Merci, aussi. Toi aussi. Ben oui, certainement. Merci bien. À bientôt. Allez chez Paparman. C'est tout rose. Moi, j'adore ça. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Et c'est le moment de parler avec notre chroniqueur sportif, Jean-François Barry. Bonjour, Jean-François. Si en studio. Ben oui. Pour les gens qui nous écoutent en vidéo, là. Oui. Il y avait de l'action en studio. Il y avait de l'action, on aime ça. Le 11 est à la mode depuis Barbie, on va se le dire. Oui. Barbie a beaucoup contribué à l'essor du rose. Écoute, on pourrait même parler de la magie rose, Diane Dufresne. Tu te souviens de ça? T'étais-tu trop jeune, toi? J'étais un petit peu jeune, mais je pense qu'il y a eu un temps quand même entre la magie rose et aujourd'hui. Non, mais je veux dire, le rose a toujours été à la mode. C'est ça que je voulais dire. Oui, dis-moi, parlons de... Non, mais en fait, j'avais un lien. C'était quoi le lien? Parce que leur chandail n'est pas rose. L'Inter Miami. Leur chandail est rose? Leur chandail est rose. Oh! Voilà. C'est vrai? Et ils sont en ville. Oui, parle-moi-en, parce que on va parler donc des joueuses de hockey. Hier, on sait que les filles de Montréal ont pas remporté la mise, mais le match, mais bon, parle-nous-en un petit peu. Là, il y a une reprise demain. Mais là, attends un peu, je te reprends. L'Inter Miami, c'est au soccer. Oui, soccer. Mais là, je voulais parler de hockey féminin. OK, on parle de hockey, parfait. On parle de hockey féminin, donc les filles qui ont perdu hier, mais ils ont complètement dominé cette rencontre-là d'un bout à l'autre. Malheureusement, on n'a pas été capable de compter le gros but. Et écoute, Boston a fini par faire 1-1 en troisième période et se sauver avec le match 2-1 en prolongation. Et là, j'avais hâte de voir parce que jusqu'à maintenant, on les critique pas. T'sais, on veut tellement que ça fonctionne. T'sais, personne ne remet rien en doute. Le système de jeu, le coach, des choses comme ça. Mais là, hier, Corey Chevery, qui est l'entraîneuse, sais-tu ce qu'elle a fait avec sa quatrième ligne? Non. Écoute, j'ai pas regardé le match. J'ai juste lu... Ils n'ont pas joué une seule seconde. Ils ont resté sur le banc. Puis là, on parle de prolongation. Donc, ils ont joué pendant 72 minutes hier. Et pas une seule seconde, la quatrième ligne. Ils sont restés les faufounes assis sur le banc. Et là, il y a quelques critiques là-dessus aujourd'hui. De un, c'est pas bien fin pour les joueuses. On s'entend. Ouais, il y a ça, et de deux, dans une série 3 de 5, de surutiliser tes 3 premières lignes, ce qui risque d'arriver si jamais la série s'étire. C'est que tu vas les brûler, tu vas les fatiguer. Là, oui. Marie-Philippe a joué 32 minutes hier. Ouais. C'est énormément de temps de glace. Donc, première petite critique pour l'équipe montréalaise. Le match numéro 2 est demain, toujours du côté de Montréal. Et on rappelle que c'est un 3 de 5, donc de tirer de l'arrière 1-0, là, il n'y a pas catastrophe. Oui. C'est une grosse fin de semaine à Montréal parce que là, tu parlais de soccer. Là, bon,
Lionel Messi est à Montréal. Il y a eu plein d'affaires cette semaine là, sur le CF et tout ça. Peut-être. Ben, il y a eu plein d'affaires plates. Commençons par les affaires plates. Là, il y a Olivier Renard, le directeur technique, qui a quitté. Par mésentente avec le propriétaire de l'équipe. C'est ce que ce serait, mais tu sais, Olivier, aujourd'hui, Gabriel Gervais est venu comme essayer de faire ça tout beau là, en disant que c'était une divergence d'opinion puis que tout le monde était d'accord à mettre un terme à ça puis que on s'entend qu'il y a eu une chicane puis là il essaie de recoller les pots puis c'est dommage tout ça de un pour le CF Montréal parce que c'est un gars qui était très qualifié qu'on commençait à aimer beaucoup du côté des partisans puis à un moment donné toujours changer de visage c'est pas bon pour la marque, pour le sentiment d'appartenance. Mais bon, là, on va fermer cette grosse parenthèse-là qui a été bien plate cette semaine, puis on va parler de la bonne nouvelle. Lionel Messi est en ville. Lionel Messi, c'est le plus grand joueur de soccer présentement sur la planète. C'est peut-être le meilleur de tous les temps. C'est le Messi. C'est le Messi, mais je veux dire, il a gagné le Ballon d'Or l'année passée, il a fait gagner son équipe. C'est comme si Tiger Woods était en ville, c'est comme si c'est ce genre de monument-là, là. Et il s'en vient jouer, imagine, contre le CF Montréal. Même les joueurs du CF, j'écoutais Samuel Piette qui disait, on se pince, là. On se pince parce qu'on va jouer contre Lionel Messi. Puis la première fois, quand le CF a joué là-bas, ben il était blessé, Messi, donc il n'a pas joué. Mais demain, il va être ici à Montréal. Donc, c'est tout un événement. Puis ben, on espère que le CF va tenir son bout parce que l'Inter Miami a une meilleure équipe. Mais je pense avec que les partisans leur fameux chandail rose. Tout est dans le rose. Voilà, c'est ça. Mais c'est magnifique. Et mais j'entendais qu'il restait encore des billets, c'est possible ça? Puis j'entendais même qu'il y en a qui en ont acheté puis qui essayaient de les vendre 10 000 $. C'est surtout ça. C'est qu'il y a bien des gens qui se sont pris un billet de saison. Parce que tu peux acheter un billet de saison pour, je sais pas, mettons 1000 ou pour toute la saison, mais il y en a plusieurs qui disaient qu'il allait avoir tellement de demandes que tu allais pouvoir vendre celui de demain. Juste celui de demain, peut-être 8 ou 10 000. Fait que là, il y en a qui s'essaient. À combien ça va sortir rendu proche de l'événement? Je ne sais pas. Moi, je suis pas assez friand pour payer 10 000 pour y aller. Non, mais as-tu des billets? As-tu réussi à avoir des billets? Non, tu y vas pas? J'ai pas de billets puis j'ai pas ces moyens-là pour aller voir un match de soccer. C'est comme ça. Mais les prix des billets en moyenne, c'est quoi? D'habitude, c'est 40 pièces, t'es rentré. Ben oui. Mais là, présentement, c'est pas le cas. Le meilleur deal à faire, c'était vraiment d'acheter ton billet de saison. Puis d'ailleurs, ils en ont vendu un record, là, comme 12 000 billets de saison, là, ce qui est une première. Écoute, je t'avais mis au défi de nous parler d'un sport. Est-ce qu'on a le temps? Il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'on en parle la prochaine fois? Peut-être notre prochain segment. Tu m'avais dit autre chose que du hockey. J'ai parlé de soccer, là. Oui, tout à fait. Donc, tu as rempli ta mission pour aujourd'hui. Voilà. Notre prochain segment, ce sera une autre surprise, un autre sport. Jean-François Barry, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Merci beaucoup. Passe une belle fin de semaine sportive. Toi aussi. Et merci à tout le monde. Merci à l'équipe Max-Émile Sailleuse, Cybèle Olivier à la recherche. Merci à André-Sylvain Latour, Jean-Philippe Leroux et Julien Drolet à la technique. Ici Isabelle Maréchal. Passez une très, très belle fin de semaine. Cube.